Ce nom-là, s'étonne le testeur du tutoriel. Un jeune homme s'approche. Il allait parler du test, mais dès que les gobelins sont apparus, une silhouette est passée et a décapité les deux créatures d'un seul coup. Ayugo était perplexe. Qui est ce type? C'est le jour du tutoriel de qualification des joueurs et jusqu'à présent, personne ne l'a impressionné. Tous galèrent trop à tuer de simples gobelins et tiennent à peine le coup. Un 2 contre 1. Ce type a même peur de passer à l'étape suivante et décide d'abandonner. Le meilleur jusqu'à présent a atteint la manche 20, ce qui est correct. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi en une minute il voit une mer de monstres morts? Le garçon avance dans les manches plus vite qu'il ne peut le suivre. Ses coups sont trop précis et ses mouvements trop habiles, bien au-delà d'un maître épéiste. Le test 49 est arrivé, le sol a tremblé, le plancher a commencé à se fissurer. Mais avant, il faut comprendre qui est ce garçon. Il dirigeait la plus forte équipe et était le maître de guilde numéro 1. Alors pourquoi tout le monde est mort au sol alors qu'il tient à peine et est sur le point de mourir? Il est ami avec ce blond Kyojo depuis 10 ans et lui a même donné un objet légendaire rare pour le protéger lors de ce raid dangereux. Tout ça pour réussir au 8e étage. Mais quand le boss est apparu et que Narukami et ses coéquipiers sont allés le combattre, Kyojo et ses acolytes ont souri. L'occasion parfaite de se débarrasser de la meilleure guilde était arrivée. Pendant qu'ils étaient distraits à se battre et que cette mignonne soigneuse donnait le meilleur d'elle-même, le faux ami est soudainement apparu par derrière et l'a poignardé. Mais pourquoi ce type trahit-il Narukami s'ils essaient tous de sauver le monde? 10 minutes plus tard, Kyoji crie qu'il détestait à quel point il l'avait aidé. Il détestait être dans l'ombre de Narukami et de sa guilde numéro 1, Blue Eyes. Mais aujourd'hui, ça change. C'est ce que pense le blond, mais il n'est pas prêt pour ce qui va arriver. Un couvercle tombe au sol et un garçon sort d'une poubelle, se demandant si c'est la terre. Il est maintenant Asoi Subaru, niveau 1, avec des souvenirs de gens le traitant de loser, loin du vrai Subaru mort il y a 20 ans. Il voit ensuite des infos en ligne sur la guilde Blue Eyes qui existe étrangement toujours, et les gens disent de perpétuer sa volonté passée. Celui qui dit de la perpétuer n'est autre que Kyojo lui-même. La cible de la vengeance est évidente, mais il n'est qu'un niveau 1, tandis que ce type a toute sa puissance passée plus 20 années supplémentaires de montée en niveau et de farming. Il promet qu'il fera en sorte que ce bâtard se souvienne qui est le vrai numéro 1. Mais comment va-t-il combattre le type qui possède maintenant le monde des chasseurs? L'envie du blond a ses racines. Lors de la bataille finale, quand le boss a utilisé son premier coup rugissant, Narukami a pu l'arrêter d'un seul coup. Pendant que ses compagnons le couvrirent de louanges, l'envie de Kyojo sur le côté ne faisait que grandir. Ce jour-là, au moment où il a poignardé la soigneuse et souri à sa mort, Subaru était attaqué par le boss. On aurait dit que Kyojo attaquait par colère. Mais si on remonte le temps, on découvre que ce même type faisait partie de l'équipe de Narukami. Mais il est parti en disant qu'il avait un nouveau plan pour devenir plus fort. Le plan était de le tuer. Nous revoilà donc et la question est de savoir comment un niveau 1 va tuer le type le plus fort de la Terre. Le plan A était de trouver des infos sur les anciens joueurs de Blue Eyes. Il est donc allé à son propre mémorial pendant que tout le monde priait avec leur masque de Subaru. Il a vu une fleur lumineuse au-dessus du cercueil. Il s'est précipité, l'a saisi et a reconnu que c'était une compétence de l'un de ses anciens coéquipiers. Le jour de la dernière bataille, il avait utilisé une compétence de cyclone pour repousser les corps de ses amis. Alors peut-être qu'ils avaient une chance de survivre. Mais s'ils sont vivants après tout ça, sont-ils encore vraiment ses alliés? Sans pouvoir, se précipiter est la pire option. Alors avant tout contact, il doit retrouver sa force. Épée et main, car dans 2 jours, le tutoriel de qualification des joueurs commencera. Le bon côté du fait que Kyojo soit en vie, c'est qu'il peut être tué un jour. Nous revoilà au jour du test, au moment où il a atteint l'étape 49. L'endroit a tremblé, le sol a craqué, Hyuga lui a crié de courir. Pensait-il qu'il était Narukami Subaru pour une raison quelconque? Le roi gobelin est apparu furieux de voir la mer de corps verts. Baldi lui a demandé d'abandonner et le boss a avancé. Osso a laissé tomber son épée, a saisi des clous de fer d'une masse au sol et les a lancés directement dans les yeux du boss. La créature a reculé et au moment où elle a frappé, Ozoi a esquivé. Moins de précision venait de l'entraînement avec cette beauté gothique. Si c'était ma partenaire d'entraînement, je serais aussi précis. Un coup à la jugulaire et plusieurs au corps, le roi imbattable était déjà épuisé et comme de rien, il est tombé face contre terre. Osui a tranquillement repris son épée et l'a achevé. Il était le premier à vaincre le roi gobelin et à franchir l'étape 50. Cependant, Subaru était très inquiet d'avoir un tel monstre dans le tutoriel. Quoi qu'il en soit, le garçon a commencé à monter de niveau comme un fou et a également eu accès à la boutique du tutoriel. Il avait 2500 points de crédit, mais c'était la première fois qu'il voyait la boutique. Il y avait plusieurs choses qu'il pouvait acheter avec l'argent actuel. Et certaines étaient vraiment bonnes. Par exemple, l'épée démoniaque sans nom qui coûtait 1000 points. Subaru avait envie de l'acheter mais sa capacité spéciale drainait sa vie. Une autre épée était l'épée sacrée Miranda qui coûtait 1400 points. Puisque celle-ci soulageait la fatigue, c'était un meilleur choix que de se concentrer uniquement sur la puissance destructrice. Cependant, Subaru savait qu'aucun choix ne serait bon s'il ne réfléchissait pas davantage. Quoi qu'il en soit, il fut surpris car il hésitait entre deux, mais vit qu'il y avait plus de choses. Il pouvait aussi acheter le pari d'apparence qui coûtait 1400, mais supprimer les mauvais effets des objets et des capacités. Voyant cela, il n'a pas hésité une seconde à l'acheter, et avec le pari, il a acheté l'épée démoniaque, puisqu'il ne perdrait plus de vie. Subaru était plutôt satisfait du choix qu'il avait fait. Le chauve a compris la logique de l'achat, mais a commenté qu'il ne comprenait toujours pas une chose.
Il a demandé pourquoi Subaru avait acheté le pari, car cela pourrait être inutile à l'avenir. Alors, Subaru a demandé s'il devait vraiment partager tout ce qu'il pensait, et naturellement, Hugger s'est senti un peu irrespecté. En tout cas, le chauve a accepté de laisser tomber cette fois et a reconnu qu'il n'avait rien. Au final, Subaru pensait juste qu'il ne s'attendait pas à ce que le gamin devienne instructeur. Il y a longtemps, Hugger était un fan, et il était allé lui demander un autographe. Subaru a sèchement dit qu'il n'avait pas le temps pour ça. Alors le garçon a supplié presque en pleurs et a dit que son nom était Ohagar. Apparemment, le temps n'avait pas été tendre pour le rendre chauve si tôt. Quoi qu'il en soit, Subaru a dit qu'il ne voulait rien répondre et a demandé que les résultats restent secrets. Sans rien entendre, Hugger a dit qu'il allait apprendre au garçon à être un bon citoyen et a demandé si Subaru rejoindrait la guilde des chevaliers, mais il a répondu non. Oye a paniqué et a essayé de dire à quel point le garçon avait de la chance d'avoir un instructeur pour le guider. Cependant, le protagoniste est simplement monté à l'étage, laissant le chauve seul et triste. Quelques secondes plus tard, au deuxième étage, appelé la ville de départ, on aurait dit qu'une foire se déroulait. Tout le monde vendait ses marchandises, mais Subaru était inquiet. Il avait obtenu une chance inouïe, une seconde opportunité de tout changer. Ayant déjà vécu cela, Subaru savait qu'il devait faire les choses mieux qu'avant. C'était pour ses camarades qui devaient l'attendre et pour accomplir sa vengeance. Dans la ville de départ, il y avait une salle d'entraînement privée. Là, il était possible de tester des compétences ou de l'équipement, et c'était gratuit à visiter à tout moment. La réceptionniste a indiqué la salle d'entraînement numéro 1, mais le protagoniste a demandé à aller à la 5e. Le vieil homme a essayé de ne pas laisser le novice gaspiller de l'argent, mais Subaru a insisté. Ainsi, il a crié nerveusement que tout ce qui arriverait serait sa responsabilité et a payé 50 crédits. Dans cet endroit, plus le numéro est élevé, plus la difficulté est grande. Il était donc naturel d'offrir un endroit plus facile pour les débutants. Cependant, le protagoniste n'était pas vraiment un débutant. Il était bien préparé pour le 5e étage. Après être entré, Subaru a saisi la nouvelle épée et elle a reconnu le garçon comme son propriétaire. Toutes les statistiques ont été temporairement augmentées et le problème de la perte de vie et d'endurance est apparu. Cependant, la compétence cupidité s'est activée, restaurant temporairement une partie. Apparemment, son niveau 1 n'était pas suffisant pour tout annuler. Ensuite, l'épée démoniaque sans nom a commencé à absorber davantage et à rendre d'autres statistiques et à un moment donné, le protagoniste a atteint sa limite. Sans réfléchir à deux fois, il a utilisé 10 000 crédits pour faire passer la compétence au niveau 2. Maintenant que c'était une compétence de rang E, elle pouvait mieux supporter l'inconvénient de l'épée, bien qu'elle consomme toujours de la force vitale. Une fois de plus, les statistiques du protagoniste ont augmenté, puis il a couru pour faire le premier test, se jetant dans les pièges de la pièce. Après quelques minutes, le réceptionniste dormait déjà quand Subaru est passé devant le comptoir. Se réveillant soudainement, il s'est demandé s'il rêvait, car il lui semblait que ce jeune homme d'avant venait de passer juste devant lui. Le réceptionniste s'est levé en essayant de se souvenir de qui il s'agissait, puisque seulement 10 minutes s'étaient écoulées. Pour en être sûr, il est allé à la chambre numéro 5 pour frapper à la porte, et il est entré quand il n'a rien entendu, puis a été plus surpris que jamais. Parce que la pièce était tellement détruite qu'on aurait dit qu'il y avait eu un tremblement de terre. Le lendemain, Subaru s'est étiré et s'est plaint car il sentait son corps dur comme de la pierre. Le bon côté, c'est que c'était une épée démoniaque faible, car une normale aurait été encore pire. Les effets négatifs s'étaient déjà dissipés, grâce à quoi Subaru a réussi à utiliser un peu de la puissance. Avec son statut actuel, il ne pouvait même pas tenir une épée démoniaque. La compatibilité de la compétence qu'il avait achetée avec l'épée était excellente, et Subaru pensait déjà que le pari de cupidité aiderait aussi avec les compétences électriques. Le problème était de savoir comment il allait l'améliorer, car après avoir monté de niveau, il était déjà fauché. Avoir des problèmes d'argent a fait que Subaru a déploré à quel point il était mal en point. Quoi qu'il en soit, une personne dans la rue commente à son public qu'il ressent beaucoup de nostalgie d'être là. C'est un streamer qui, après avoir reçu 1000 crédits d'un certain Alexandre, se verse du café sur la tête. Subaru pense immédiatement que ce type est fou, mais il cherche en ligne et trouve un article de presse affirmant qu'un joueur sur 3 est un streamer. Actuellement, il existe un système où l'on stream et gagne des points en temps réel. Soudain, quelqu'un arrive en parlant du fait que le garçon est là aussi. Il dit que c'est drôle de trouver Subaru ici. Le protagoniste commence à sentir son corps étrange, comme s'il n'aimait pas la personne. Ce type demande si Subaru va juste l'ignorer, et le héros réalise qu'il a peur de lui. Le protagoniste explique en tremblant qu'il a aussi réussi à arriver ici. Alors le type s'assied en disant qu'il est foutu parce qu'un loser comme lui a réussi à passer le tutoriel. Il a avoué qu'il espérait que Subaru mourrait face au gobelin. Avant de se réveiller dans la poubelle, le véritable propriétaire de ce corps était harcelé. Isaac a dit qu'il faisait ça parce qu'il était une ordure. Il a dit que le nom du garçon l'énervait et qu'il ne pouvait même pas faire ce qu'il demandait. Subaru a dit que les crédits qu'il avait gagnés n'étaient pas suffisants pour le faire. Cependant, il a reçu un coup de pied dans l'estomac quand il a essayé de parler. Il a aussi déchiré un sac de nourriture et a dit au garçon de vivre là, dans la décharge, car s'il partait, il apprendrait une bonne leçon. Ces souvenirs ont fait comprendre au héros pourquoi il était dans une poubelle. Quoi qu'il en soit, Isaac commence à se vanter d'avoir atteint le niveau 20 et d'être le fils de Reinhardt. Il dit aussi qu'il a appris une compétence de rang B, ce qui est le maximum que l'on puisse obtenir dans le tutoriel. Alors Subaru complimente juste le garçon et prévient qu'il s'en va. Mais dans ce cas, le blond demande au héros de profiter de lui en partant acheter un café et des snacks pour lui. Comme Subaru ne répond pas, il commence à devenir furieux.
Il demande, presque explosant de rage, si le garçon est devenu fou pour ne pas obéir tout de suite. Cependant, ce n'était pas comme si Subaru avait des crédits restants. Quoi qu'il en soit, Isaac lui dit de s'asseoir. Mais le héros ne voulait vraiment pas perdre de temps à venger le propriétaire du corps. Il allait partir sans causer de problème, mais le blond a attrapé le protagoniste par le bras. Isaac demande avec colère si Subaru veut savoir ce qu'il fait quand on lui manque de respect. Mais le protagoniste répond de la même manière, lui disant de lâcher prise s'il veut vivre. Le blond dit, presque explosant de haine, que Subaru ne peut pas être si arrogant. Subaru pense juste qu'il ne peut pas faire de scène devant toutes ces personnes. Mais soudain, le blond se met à rire de manière incontrôlable. Il demande si le protagoniste a peur parce qu'il sait qu'il est une mauviette. Il dit aussi qu'il a dû échapper de justesse à la mort dans le tutoriel. Mais même s'il se sent bien, il prévient que quand il veut, il peut le faire disparaître sans que personne ne s'en aperçoive. Puis il s'en va disant à son ami de faire attention, ce qui irrite Subaru d'être encore appelé ami par Isaac. On dit qu'il y a deux façons pour les joueurs de devenir plus forts. La première est en relevant des défis. Réussir les défis de la tour et recevoir des récompenses tout en continuant à monter de niveau rend le joueur fort. Il doit payer des crédits, mais au moins il ne meurt pas, il perd juste de l'argent et du progrès. La deuxième méthode est de chasser des monstres en dehors des zones sûres ou de nettoyer des donjons spéciaux. C'est beaucoup plus rapide que les défis, mais c'est aussi réel, donc si vous mourrez là-bas, vous mourrez dans la vraie vie. Maintenant, Subaru était dans le donjon des orques, un endroit assez dangereux pour les joueurs. Mais il pensait qu'il valait mieux prendre des risques que d'avancer lentement, car le danger signifie aussi de meilleures récompenses. Sur son appareil de joueur, Subaru vérifie à nouveau les nouvelles. Un certain Narigami Subaru avait 80 000 personnes en direct pour raider le 4e étage. D'après les commentaires, c'était déjà la 8e fois qu'il essayait. Mais voir quelqu'un avec un nom si similaire et portant son masque irrite Subaru. De nulle part, quelqu'un lui envoie 20 000 crédits, alors le garçon les remercie. Apparemment, il était aussi possible d'envoyer des missions aux streamers. 3 autres spectateurs envoient d'autres missions qui sont, par exemple, prouve que tu peux le faire. Contrairement à la fraude, le protagoniste commence à trembler d'envie, parce que pendant qu'il prenait des risques, la copie gagnait de l'argent facilement. Subaru s'irrite vraiment et continue de regarder le stream pendant quelques secondes. Mais il se lève rapidement pour continuer ce qu'il a à faire. Il sort l'épée, la manie avec dextérité et se prépare alors qu'une horde entière d'orques commence à arriver. Parmi eux se trouvait aussi le général orc qui était le plus fort et le boss. Même sans les pointes empoisonnées de la dernière fois, Subaru affirme avoir quelque chose de mieux. L'épée démoniaque absorbe la santé du protagoniste et augmente ses statistiques. Puis il saute par-dessus les plus petits, disant qu'il n'a pas le temps pour eux et fonce comme l'éclair vers le boss. En une seconde, le protagoniste atteint sa tête et dans la seconde suivante, il découpe très bien le monstre. Ainsi, il termine le donjon et n'étant pas idiot, s'empare plus tard d'un masque ancien. Agir comme les autres serait un bon moyen de gagner de l'argent. Alors il a mis le masque pensant qu'il ferait juste ce qu'il savait déjà. Après tout, parmi tous ces streamers qui copièrent le héros, il était le vrai Subaru. À la société de divertissement Suten, Narukamiku commence un stream et une fille le regarde. Cependant, à un moment donné, elle crie de colère et effraie son collègue, le faisant sauter de sa chaise. Elle est scandalisée que 5 personnes n'aient pas pu nettoyer un donjon. L'ami demande ce qui ne va pas car les premiers étaient censés gagner 1000 crédits. Puis il explique qu'un certain Subikichi a tout gâché et qu'il pourrait être un fan de Subaru car, pendant que le vrai était porté disparu, les autres utilisaient son nom. Pour elle, malgré qu'elle en vive, les streams étaient morts parce que tout le monde imitait Subaru. Elle pense aussi que c'est irrespectueux pour ces incompétents de risquer leur vie sans connaître les bases. L'ami demande alors pourquoi la fille a abandonné la tour pour travailler ici. Après réflexion, elle a répondu que c'était ennuyeux. En fait, l'ami ne devrait pas trop parler non plus car il a aussi abandonné. Il savait qu'elle avait commencé à grimper pour rencontrer Norukamiko et puis avait perdu sa motivation. Quoi qu'il en soit, la fille crie qu'un excellent gamin est apparu. Cependant, comme il portait aussi le masque, tous deux ont failli s'évanouir. Le garçon demande pourquoi sa collègue regardait un stream aussi minable depuis le 2e étage. Cependant, elle admet que chaque fois qu'elle voit quelqu'un porter ce masque, elle devient un peu curieuse et elle facture aussi 1000 crédits au gars pour avoir perdu un pari. À l'entrée du 2e étage, le protagoniste pense que l'endroit n'a rien de spécial. Cependant, savoir qu'il y avait un spectateur le mettait un peu sous pression. La fille du comte, l'ouvre-monnaie, a demandé si c'était sa première tentative. Alors Subaru a répondu que oui. L'ouvre-monnaie a dit qu'il vaudrait mieux qu'il ne stream pas et se concentre sur la première fois. Mais il y avait déjà un monstre chauve-souris là. Mais même avec ça qui fonçait sur lui de toutes ses forces, Subaru a attrapé sa tête et l'a claqué au sol comme un sac de farine. Puis le protagoniste a demandé si Love était toujours inquiète. Le but de l'étage est de nettoyer le donjon et de s'échapper vivant. Une autre personne entre dans le stream, mais la fille continue d'insister pour que le protagoniste ne soit pas gourmand. Alors il la remercie mais prévient qu'il n'y aura pas de problème, parce qu'il préfère aussi devenir plus fort sans dépendre des autres. Évidemment, tout le monde le prend pour un fou, et au moins son nom aide à attirer un public. Lors du premier match, une créature terrestre fonce droit sur la jambe du héros. Cependant, il tire son épée et vainc le monstre, disant que pour l'instant, il va pas mal se dépêcher.
Il vainc le merman de boue et gagne 2 points de succès. Après ce merman, plusieurs de ces chauves-souris géantes apparaissent en volant, mais le protagoniste les abat toutes en quelques coups d'épée. Aucun des spectateurs n'a réussi à voir ce qui venait de se passer. Vaincre ces chauves-souris a aussi donné 2 points, et le merman 4 points. C'est pourquoi le héros a dit que si l'on faisait attention au son, on pouvait remarquer combien venait et d'où elle venait. Et comme les spectateurs étaient très surpris, Subaru a dit qu'il parlerait davantage. Ce n'était toujours pas suffisant, il voulait gagner autant de points de succès que possible. Les gens débattaient s'il avait raison de se taire ou s'il était sur le point de prendre un gros coup. Et il semble que oui, car le protagoniste arrive à un endroit qui ressemble au nid des chauves-souris. Quand il remarque Subaru là, le type devient très inquiet. Mais une personne laisse une mission de 100 crédits au protagoniste s'il les tue tous. Les gens pensent que le gars troll, mais Subaru remercie pour les 100 crédits. De retour à la société de streaming, le garçon crible demandant ce que fait sa collègue concentrée sur ça. Cependant, il s'excuse et même ainsi, elle ne fait pas attention car elle est collée à l'écran du héros. Le garçon demande ce qui l'intéresse tant, alors elle prévient que quelque chose est différent. Il commence à dire qu'il paiera la dette, mais la fille dit que ce n'est pas ça. En fait, elle n'avait fait attention qu'au protagoniste jusqu'à présent. Le garçon ne comprend vraiment pas, mais ça avait du sens car il explosait tous les monstres seul. Alors cette habitude de faire attention à ceux qui portaient le masque a porté ses fruits. Dans le passé, Subaru était loué parce que même lorsqu'il était contré, sa respiration et sa concentration restaient les mêmes. Pour les autres, sa technique semblait légère tout le temps, comme s'il savait déjà ce que l'ennemi allait faire. Puis le protagoniste a réfléchi un peu mais a répondu qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Et il a fallu expliquer que les gens normaux ne pouvaient pas l'imiter. Shiguro a trouvé ça bizarre au début, puis Subaru a compris que le ki prenait des décisions par contact visuel. Les chauves-souris borgnes attaquent en projetant leur tête. Plus elles en ont, plus elles s'exposent, et Subaru en profite, utilisant l'une d'elles pour toutes les trancher d'un coup. Pour les spectateurs, les explications étaient du genre « Si tu bouges le pied, tu peux marcher ». Finalement, l'ouvreman rappelle au garçon de ne pas oublier de récupérer les crédits, mais il tripote son kit de joueur un bon moment, reste silencieux, avant d'avouer qu'il ne sait pas comment accepter. Ah la jeunesse. Les spectateurs n'en reviennent pas de sa maladresse, mais Louvre aide le protagoniste. Le garçon ne perd donc pas de temps et fonce vers le prochain objectif. À la suite et compagnie, la fille hurle de joie. Elle dit que c'est très mauvais, mais son visage trahissait un plaisir évident. Alors que le garçon se plaint, elle lui demande s'il a déjà vu ça. Il dit que le 2e étage n'est pas facile, mais la fille rétorque que ça ne rend pas le héros moins incroyable. Elle est tellement éblouie qu'elle croit au destin et devine même par hasard que le garçon est la réincarnation de Murakami Subaru, comme dans Manhwas. Incroyable, non ? Quand il s'agit de Subaru, la fille a le tournis rien qu'en en parlant, mais son amie Saigon la coupe avant qu'elle ne commence à songer à courir après le protagoniste. C'était pourtant exactement ce qu'elle voulait faire, la coquine. Mais Sagan lui pensait en investisseur. Il a dit que s'ils en parlaient au patron, il se ferait gronder. Alors les deux se sont disputés, mais Louvre a cédé juste pour l'instant car elle a continué à regarder le live du héros. Priorité, n'est-ce pas ? Finalement, le protagoniste se trouve dans la zone la plus cruciale du donjon. C'était déjà le dernier endroit pour le terminer. Puis il s'est appuyé contre les portes et elles se sont ouvertes d'elles-mêmes, révélant un monstre endormi à l'intérieur. Ce monstre était le loup guerrier nommé Greg, le boss de l'étage. L'objectif de la mission était de gagner le respect du loup guerrier via une épreuve. Le système n'a jamais dit que c'était un monstre à chasser, c'était un gardien. Mais quelqu'un a offert 3000 crédits s'il pouvait vaincre le loup. Dans la réalité du protagoniste, cette somme était énorme. Alors il s'est inquiété. Finalement, le monstre a commencé à bouger petit à petit jusqu'à se lever et parler à notre héros. La première chose que le loup demande, c'est si le protagoniste est vraiment seul ici. Puis le héros lui dit de vérifier s'il veut. Greg admet qu'il le trouve intéressant et qu'il sent comme un très bon guerrier. Les loups de la tribu guerrière peuvent différencier les odeurs et ce qu'elles révèlent d'une personne. En gros, en une seconde, le loup donne la permission à Subaru d'avancer. Mais le héros s'excuse et l'informe que son objectif est Greg, ce qui laisse le loup plutôt perplexe. Subaru explique qu'il a pour mission de le tuer et ayant senti son odeur, Greg comprend. De retour à Sutton, les deux employés vont parler au patron. Puis l'homme nommé John Tail tape sur l'ordinateur et demande la taille de l'audience du protagoniste. Seijin dit timidement qu'il y a environ 20 personnes, mais Love l'interrompt et commande fièrement que ça a déjà dépassé les 30. Le patron demande si les deux se moquent de lui. La vraie fille s'appelle Hatsuka, et elle se fait gronder pour ne pas avoir ramené quelqu'un avec du potentiel. Le patron pense qu'elle ferait mieux de devenir streameuse car elle est très douée, mais la fille l'ignore et informe que Subaru a déjà 40 personnes en direct. De retour dans le donjon, le loup se prépare à se défendre et le protagoniste essaie de ne pas réfléchir, juste d'agir. Il sort son épée démoniaque et se concentre pour rester calme, même si c'est sa première fois. Le monstre bondit pour attaquer le héros à grande vitesse et il se défend à la dernière seconde. Greg sort ses griffes acérées et tente de lacérer le garçon.
Il commence à être repoussé puis réalise que l'ennemi est très fort. Comme il le pensait déjà, le vaincre par la force brute était impossible. Mais il avait une autre idée et a commencé à se concentrer sur l'esquive pour l'instant. Greg loue le protagoniste même s'il dit qu'il n'a aucune chance contre lui, mais le héros frappe les griffes du monstre au bon moment pour une défense parfaite. Malheureusement, il se retrouve dos au mur, alors le monstre dit qu'il s'est un peu amusé et dit au garçon de faire ses adieux. Quand Greg a attaqué, Subaru s'est concentré sur la fuite sous le loup guerrier. Ayant remarqué le schéma d'attaque du loup, il a fait en sorte que le monstre frappe le mur et se coince pour pouvoir attaquer. Subaru n'a pas perdu de temps et a fait plusieurs entailles au loup jusqu'à porter le coup final qui a mis fin au combat. Au final, Greg ne s'en soucie pas et loue le talent de Subaru une fois de plus puis tombe vaincu au sol. Toutes les compétences du protagoniste montent de niveau et il gagne 500 points de succès. Le chat s'emballe et il reçoit aussi la récompense de 3000 crédits de la mission. Maintenant, avec 3150 crédits et 618 points de succès, la porte du niveau suivant s'ouvre. Mais quand il entre, un tas de messages d'options d'éléments apparaissent devant lui. Il y en avait environ 16, et le nombre dépendait du talent du joueur. Si le protagoniste ne choisissait pas la voie de la foudre ici, il devrait changer de nom. Alors il a choisi et a été téléporté au niveau suivant. De retour à Sutton, le jeu prend un tournant et tout le monde est aussi excité que la fille. Atsuka dit qu'il y a déjà 60 personnes en direct et que ce n'est pas normal. Alors le patron convient que c'est impressionnant car il a aussi vaincu le loup. Pourtant, Subaru est un novice et c'était risqué d'investir en lui. Mais dans ce cas, Atsuka a demandé à faire un pari avec John. Elle a dit que si Subaru ne parvenait pas à conquérir la foudre, elle et son ami passeraient 5 ans sans recevoir de salaire. Seijin crie immédiatement qu'il n'est pas d'accord, mais John pense qu'il n'a rien à perdre. Seul Subaru avait réussi à obtenir la foudre jusqu'à présent, mais Atsuka était confiante. Alors John accepte d'engager le héros s'il y arrive, pendant que la fille couvre la bouche de son ami. Après avoir choisi son élément, le protagoniste se rend au début du chemin de la foudre, mais en arrivant, quelqu'un le pousse en criant de faire attention. Cette personne sauve de justesse le garçon et elle-même, car il y avait là un géant dangereux avec une massue. Le jeune homme crie ce que fait le protagoniste et s'il veut mourir. Puis un message système apparaît, lui disant de vaincre le fragment géant. Personne ne comprend pourquoi un tel monstre apparaît ici. C'était un géant qui ne devait apparaître qu'en seconde moitié du défi, alors le héros a pensé que tuer Greg avait changé quelque chose. Le géant frappe le sol avec son arme, mais le protagoniste parvient à esquiver. Le jeune homme d'avant répète qu'ils s'en sont tirés de justesse, mais le protagoniste se concentre pour en finir vite avant qu'il n'interfère. Le géant laisse une ouverture en levant son arme, alors le héros esquive et quand le monstre frappe le sol, il utilise son bras pour sauter très haut jusqu'à atteindre la tête du monstre et viser son cou. Puis dans la zone du coup, il plonge l'épée et termine le combat sans même transpirer, disant au géant de se taire. Mais il n'avait même pas besoin de le dire, car après avoir été vaincu, il resterait silencieux pour toujours. Quand le géant est vaincu, le système annonce que la 4e étape est terminée. Le niveau du protagoniste augmente avec d'autres stats et il gagne un objet appelé cœur de géant. Ce garçon qui a essayé d'aider le héros est confus, tout comme les gens dans la diffusion. Le jeune homme a commencé à parler plus poliment après avoir vu cette scène. Il a aussi demandé qui était Subaru. Alors il a dit qu'il était celui qui était venu vaincre le géant. Quelque temps plus tard, en ville, le protagoniste passe du temps à regarder ce qu'ils disent dans le kit du joueur. Tout le monde veut voir l'objet qu'il a gagné, qui est probablement rare. Puis comme il est aussi curieux, il dit à tous qu'ils vont regarder ensemble. Il sort d'un sous-espace le cœur de géant, une bague rare qui augmente la vitalité et la régénération. Il obtient aussi une armure appelée Coup de tonnerre, dotée du pouvoir de la foudre. Un spectateur nommé Lovenaru Subaru fait un don de 5000 crédits pour que Subaru obtienne la foudre. Il remercie, et plusieurs autres personnes mettent aussi beaucoup de crédits dans cette mission, ce qui motive encore plus le protagoniste à réussir. Comme tant de gens étaient si impatients, Subaru a commencé à réaliser seulement maintenant qu'il aurait pu être spécial par le passé. Finalement, soudainement, quelqu'un a frappé à la porte de sa chambre. Ce garçon d'avant est entré avec un chevalier blond en armure. Il s'excuse du retard et informe qu'il a amené le capitaine du village des chevaliers, Sir Pelius. Les deux se saluent et commencent à parler des attaques de géants. Le jeune homme explique que les chevaliers restent en alerte 24 heures sur 24, et les citoyens aussi. C'est pourquoi il a si mal accueilli Subaru. Cette période était difficile, parce que le protagoniste a protégé des vies pendant son absence. Pellas le remercie, mais le héros dit qu'il n'a fait que ce qu'il devait faire. Pellas est le visage du village. C'est un chevalier courageux qui affronte la race des géants. Changeant de sujet, le chevalier commente qu'ils ont déjà trouvé le chef géant et qu'ils veulent risquer leur vie pour en finir une bonne fois pour toutes. Puis les deux s'inclinent devant le protagoniste lui demandant d'aider à sauver le village. Tout le monde dans le chat commente qu'ils ne veulent pas que Pellas meure. Mais Subaru se souvient que selon l'histoire, à la prochaine étape, la nuit ne se termine pas bien. Quoi qu'il en soit, il demande au garçon de lever la tête et disant qu'il comprend, il dit qu'il aidera de tout son possible.
Ainsi, le chevalier le remercie et la 5e étape commence. En fin d'après-midi, un groupe de guerriers accompagne le protagoniste jusqu'à l'emplacement du chef géant. Puis il regarde le kit du joueur. Il était rempli de commentaires et les vues augmentaient. Mais finalement, le chevalier ordonna au groupe de cesser d'avancer car il pouvait déjà voir le corps d'un géant gisant devant. Et c'était le corps du chef des géants qu'il recherchait. Pelius accepte d'aller de l'avant pour attirer l'attention pendant que le héros reste en arrière. Cependant, le protagoniste l'arrête avant qu'il ne fasse quelque chose de stupide. Soudain, le sol commence à trembler, obligeant tout le monde à s'accrocher pour ne pas tomber. Puis le héros prévient que cette chose est déjà réveillée. Quand le monstre regarde le groupe, un tas de géants émergent du sol et commencent à les poursuivre. Difficile de comprendre pourquoi il y a soudain une armée là. Pelius sent qu'il n'y a aucun moyen de riposter. Puis le pire scénario commence, des guerriers sont capturés et dévorés par ces abominations. Tout cela devant les autres qui seront les prochains. Avec un sourire psychopathe sur leur visage, Péléas crie immédiatement à tous de battre en retraite vers la base de la montagne. Quand le désastre commence, certains chevaliers sont sous le choc et d'autres essaient de garder leur sang-froid. L'un d'eux perd la tête en voyant son frère se faire tuer, puis Pelius crie à tous de courir disant que c'est un ordre. Il dit aux gars de penser à leur famille et au village, car s'ils meurent là, ce sera la fin. Au final, seul Pelius et Falcon restent en première ligne, mais le protagoniste reste aussi ferme sans reculer d'un pouce. Le blond crie qu'il doit courir aussi et diriger les chevaliers un autre jour, mais le protagoniste dit que c'est lui qui devrait dire ça. Il demande pourquoi le blond ne court pas et explique qu'il ne pourra pas se battre à pleine puissance tant que le chevalier est là. Pélias essaie de dire qu'il ne peut pas fuir et laisser un étranger gérer seul, mais le protagoniste insiste. Alors le blond part chercher des renforts, et comme il lui doit la vie, il espère que Subaru reviendra sain et sauf. Les géants se lèvent tous se concentrant sur le protagoniste, mais il ne se laisse pas attaquer le premier et commence à courir. Il crie qu'il sera l'adversaire des monstres et coupe rapidement la jambe de l'un d'eux, puis il coupe un autre géant qui était aussi à proximité pour l'atteindre. Les monstres commencent à regarder davantage Subaru, car en un clin d'œil, il en avait déjà vaincu deux. Même si ce n'était qu'un test, le héros ne voulait pas être celui qui restait en arrière. Pendant le combat, le blond court sans arrêt, mais à un moment, il se sent en colère contre lui-même d'avoir accepté de fuir. Le protagoniste, ce héros, ne croit pas qu'il va vraiment se battre. En théorie, Pelias allait mourir là, mais Subaru savait qu'il pouvait déjà sauver tout le monde. Alors il a continué sur le champ de bataille et a vaincu deux autres monstres d'une seule attaque. Balançant son épée sans arrêt, il en envoie un autre au ciel, et l'épée du démon continue d'absorber de l'énergie. Subaru commence à se fatiguer, alors il court pour se frayer un chemin et trouver le chef rapidement. Utilisant les corps des géants pour se propulser, il saute par-dessus plusieurs monstres plus petits et atterrit sur un autre, mais il ne s'arrête pas. Subaru continue de sauter de tête de géant en tête de géant et son équipement l'aide pour son endurance. Il devait absolument trouver le chef, et par chance, il a réussi à le repérer au milieu de tout ça. Le chef semble aussi ravi de tuer le protagoniste. Subaru s'inquiète davantage car s'il ne termine pas le combat maintenant, il mourra. Alors, pendant que le monstre prépare une attaque, il espère que ça marche. Subaru claque des doigts pour activer la capacité de coup de tonnerre de l'armure. Le tonnerre blesse les géants, mais ce qui les rend fous, c'est le son. Alors ils commencent tous à se débattre. Puisque même le boss ne peut y échapper, le protagoniste saute par-dessus lui et ne manquant pas l'occasion, enfonce l'épée dans le cou du géant. Ce fut un mouvement si rapide que le monstre n'a pas pu réagir, alors il est juste tombé en arrière et le système a notifié que Subaru avait gagné. Toutes les stats du protagoniste ont augmenté significativement et le chat est en admiration. Pour Subaru, si c'était un manga normal, le protagoniste aurait pris une pause stylée. Mais le temps tournait mal et le pari de la cupidité ne pouvait plus restaurer l'endurance. Même après avoir terminé cette étape, les monstres ne disparaissent pas avant la fin de l'examen. Continuer maintenant était une situation pour laquelle le protagoniste n'était pas préparé, car il avait failli tomber là. Cependant, la 5e étape terminée, le ciel s'est fermé et un gigantesque éclair noir est tombé sur Subaru depuis les nuages. Au même moment, tout se passe. Dans une cabane au milieu de la forêt, Rina passe du temps assise à regarder le kit du joueur. Shigura arrive et lui demande ce qu'elle fait. Alors elle dit qu'elle profite de la brise. Shigura est d'accord que Rina devrait en profiter car bientôt la fin viendra pour elle. Quand elle essaie de parler sérieusement, son amie l'ignore. Alors la fille devient curieuse de voir ce que l'autre regarde d'aussi intéressant. Rina montre qu'elle regarde le live d'un gars nommé Narukami Subaru. Mais juste en suggérant qu'il pourrait être le leader, Rina s'irrite. Elle dit que c'est juste un streamer agaçant qui était au 2e étage. Et elle se souvient de ce que son ami a dit. Si Subaru avait survécu, Kazuki serait dans la panade maintenant. Rina sait que le leader est mort et veut que son ami l'accepte aussi, mais elle n'est pas d'accord. Rina crie en demandant combien de temps elle pense que le héros va se cacher, mais Shigira répond en demandant la même chose. S'ils vont juste continuer à regarder aussi. Reina dit qu'elle ne fait que tuer le temps en regardant ce live mais est surprise quand elle regarde à nouveau. Puis Shigura regarde aussi et fait la même tête choquée. Dans le test, le protagoniste parvient à utiliser l'élément foudre sur les géants et aussi l'électricité sur son épée démoniaque.
Danny devient beaucoup plus fort et coupe non pas un mais tous les géants qui s'approchent. Quand il a fini, Subaru réalise qu'il n'aura pas la force de revenir. Il a vaincu les monstres mais il a eu tort de trop se pousser. Heureusement pour le garçon, il n'était pas seul. Palias était vraiment allé chercher des renforts, et quand il a trouvé le héros là, il a couru pour l'aider. Mais le protagoniste ne pouvait même pas parler et fermer les yeux jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Dans la compagnie de divertissement, l'atmosphère est tendue car ils ont arrêté de regarder la diffusion. Seigen et John essaient de trouver un moyen de réconforter la fille, et elle semble pleurer, mais en réalité son visage était juste rouge de gêne. Elle avait envoyé un message au héros et ne voulait pas qu'il pense que c'était juste du business. Cependant, Sagan a rappelé que c'était bien un contact professionnel. Atsuka crie qu'elle est bien plus une fan qu'une manager, alors c'est normal. Et changeant de sujet, elle dit qu'elle l'a déjà dit au directeur. Le pouvoir de la foudre que seul Subaru possédait était maintenant le sien et celui de ce nouveau joueur. John ne doute pas que le garçon a fait quelque chose qui mérite qu'on y prête attention. Soudain, Sagan annonce que le héros a lu l'email et Atsuka manque de s'évanouir d'excitation. Mais malheureusement pour la pauvre fille, il ne l'a que consulté. Alors l'enthousiasme de la jeune femme est tombé à l'eau. Le même jour, un streamer spécialisé dans l'analyse des combats de joueurs se prépare à travailler. Okwai a acquis une position significative avec ses opinions et ses tutoriels sur la façon de vaincre les ennemis. Il regarde diverses vidéos de joueurs avec une grande attention, y compris Kurokawa Aman qui est récemment entré dans la zone bleue et aussi Kazuki qui est maintenant le visage des joueurs verra ses compétences analysées. Okwai reconnaît que Subaru est une légende et qu'il n'y a personne de mieux à qui penser. Alors, il remercie tous les spectateurs d'être présents et annonce que le sujet du jour est Subaru. Okwai va voir ce qui se passe dans les sujets en direct et tombe sur le stream du protagoniste. Même lui s'inquiète de la capacité du héros qui utilise très bien ses nouveaux pouvoirs. Okwai explique que le héros contrôle le flux et met la force nécessaire dans l'épée sans gaspiller d'énergie. Le streamer ne voit rien à critiquer et réalise que les gens ne comprennent pas ça. Il commente alors qu'il deviendra quelqu'un d'important et qu'il devrait se faire attention. Au final, Okwai oublie presque d'utiliser la capacité unique, mais avec celle de Hawkeye, il dit que le contrôle du garçon doit maintenant être meilleur que celui de Subaru à son apogée. Le lendemain, le protagoniste se réveille en sursaut. Le système avertit que l'étape 6 est toujours en pause et demande s'il veut interrompre le défi. Même si sa fatigue est normale, le héros se sent encore assez fatigué. En tout cas, dans le kit du joueur, Subaru remarque que son audience a augmenté pendant qu'il dormait. Alors il s'excuse car il va prendre du temps pour se reposer et met fin à la diffusion. Le protagoniste se téléporte dans la salle d'attente du défi et voit une porte devant lui. Puis un autre message de Atsuka arrive, lui demandant de prêter plus d'attention à la proposition. Subaru pense tout de suite que c'est du spam, mais son visage change quand il voit que ça a été envoyé par la compagnie de divertissement Sutton. Plus tard, de retour en ville, Subaru regarde le kit du joueur. Il découvre l'entreprise qui investit dans les joueurs, qui est assez grande puisqu'elle travaille avec le divertissement. Le streamer affilié de Suten Okwai loue tellement nos héros que ça devenait viral. Subaru remarque que la section des commentaires est une zone de guerre, mais il est aussi content du compliment et remercie Okwai pour son bon goût. Dehors, là où se trouve le protagoniste, Isaac commence à s'approcher. Quand il entend la nouvelle de Hawkeye sur le potentiel du héros, il se met très en colère car le garçon n'est qu'au 2e étage. Isaac doit beaucoup se contrôler pour ne pas craquer, mais quand il entre dans une taverne, il devient beaucoup plus heureux car il y trouve le protagoniste. Isaac essaie de parler mais Subaru l'ignore, alors il va à la table et lui jette la tasse de café chaud du héros. Après avoir attiré l'attention, le garçon s'excuse et fait semblant de le voir seulement maintenant. Isaac commente que le 2e étage est un mouchoir de poche, mais le héros ne prête toujours pas attention. Alors, le blond redemande le café et les douceurs qu'il avait commandées la première fois, mais il pique une crise car Subaru était sur le point de partir. Il hurle qu'il avait prévenu la dernière fois ce qui arriverait s'il continuait ainsi. Puis il attrape le protagoniste et dit au héros de s'excuser s'il ne veut pas mourir. Mais le héros repousse la main d'Isaac et déclare qu'il n'a plus de temps à perdre avec ses bêtises. Il a serré si fort que la main du blond a failli se briser. Ainsi Subaru s'en va, disant que c'est sa revanche pour le café que les autres avaient renversé. Isaac tente de l'arrêter mais Subaru ne regarde pas en arrière et claque la porte avec une indifférence totale. Le blond a avoué qu'il voulait grimper la tour tranquillement, mais après avoir été traité comme une ordure de la sorte, il a changé d'avis, se trouvant bien trop mou. Dehors, près de la cabane, le protagoniste examine le kit et envoie un message à quelqu'un qui le recevra dans cette maisonnette en bois, au cœur de la forêt. Car il avait envoyé le message à Rina pour lui demander de la rencontrer. Dans une sombre caverne du 2e étage, plusieurs monstres ont été vaincus par le protagoniste. Il se prépare à entrer dans la salle du boss, là où se cache le redoutable roi lézard. Le protagoniste, Paris de l'avarice, est déjà au niveau 3. Il commence donc à s'y habituer. Soudain, une étincelle de feu se transforme en un lézard géant appelé Salamandre, le boss, et il court comme un dératé. Pour éviter un accident comme la dernière fois, Subaru voulait tester la foudre pour voir jusqu'où il pouvait aller. D'abord, il met la puissance du tonnerre dans ses pieds et saute haut pour trancher la salamandre. Subaru agit comme son ancien corps, mais le monstre déchaîne une explosion de feu pour tuer le garçon avant qu'il n'atteigne son ascension.
Ensuite, il met la puissance du tonnerre dans l'épée démoniaque et tranche le feu, mais la fatigue monte. Finalement, sur le dos du monstre, le protagoniste utilise toutes ses forces et le fend en deux, achevant le donjon avec un pied sur son échine. À la sortie du donjon, le héros constate que sa fatigue diminue plus lentement et qu'il lui reste encore beaucoup à dépenser. Le hic, c'est que pour augmenter le pari de l'avarice, il fallait désormais 40 000 crédits. Subaru rêvait juste que quelqu'un se pointe avec un bon boulot pour lui. Mais à ce moment-là, une personne apparut au fond de la forêt, l'appelant par son nom. Cette personne se moquait déjà de lui pour avoir tenté de monter de niveau là-bas et dit que, malgré qu'ils se connaissent depuis l'enfance, elle était toujours très surprise. Subaru dit qu'il est persévérant, alors Isaac déclare rapidement que sa patience a des limites. Et tout près du héros, il commente qu'il pense qu'il vaut mieux que ce soit la dernière rencontre entre eux deux, ce qui rend Subaru plutôt curieux. De retour dans la partie principale de la ville de départ, le garçon aux yeux de faucon entre dans une cave à vin ordinaire. À l'intérieur, le président de la société Sutton, John, l'appelle à venir s'asseoir. Les deux parlent de choses normales, comme le travail qui se passe bien, puis Hawkeye dit que c'est plus ou moins. Cependant, John dit que c'est normal et que son public ne partira pas sans raison valable. Bref, les deux en viennent rapidement au sujet principal, ce n'est pas juste pour prendre le thé, le président veut connaître l'évaluation que Hawkeye a faite du protagoniste. Alors, comme il l'a déjà dit, il répète que son talent est supérieur à celui de Subaru. John ne remet pas en question l'intuition de son ami et révèle qu'il a l'intention de l'embaucher aussi. Pour cette raison, l'œil de faucon dit que le président a vraiment le nez pour les affaires. Après avoir entendu l'évaluation de son collègue, John est sûr qu'il devrait embaucher Subaru. Il demande ensuite au streamer de collaborer avec le protagoniste pour augmenter les vues. Retour au combat du protagoniste. Maintenant, il n'y avait plus que deux et le héros a accepté sans la moindre crainte. Isaac commence à dire que de mauvaises choses arrivent quand on entre seul dans un donjon. Il mentionne aussi que le garçon est arrivé jusque-là par pure chance, se moquant de lui pour vouloir être Subaru. En fait, le blond voulait que le nom du leader aux yeux bleus disparaisse, car absolument tout chez lui irritait le garçon. Subaru se sent un peu épuisé vivant à une époque où tout le monde a des sentiments pour lui. Alors, il demande pourquoi ce méchant est si obsédé par le fait de le déranger. Isaac dit immédiatement que c'est à cause du nom, mais Subaru répond que tout le monde semble pourtant aimer son nom. Pour expliquer, le blond lui rappelle que le protagoniste sait qui est son père, mais le héros ne comprend toujours rien. Alors Isaac répète qu'il est le fils de Reynard, ce qui fait que Subaru se souvient du sein de l'épée à un coup. Dans le passé, le protagoniste avait semé un chaos monstre en voulant se battre. Subaru de la guilde aux yeux bleus était apparu de nulle part et avait vaincu le Ranker Reinhardt de Runeterra, le tout en un seul coup et en moins d'une seconde. Reinhardt voulait continuer, mais en tentant de se relever, il s'est effondré face contre terre. Au présent, Isaac hurle à nouveau au protagoniste de ne pas prononcer le nom de son père. Subaru essaie toujours de comprendre si la haine est due à son nom ou à sa personne, et il tente aussi d'expliquer que Ozoi Subaru a beaucoup souffert d'avoir ce nom. Cependant, le blond en a marre d'écouter cette conversation absurde et crée un anneau de feu autour d'eux. Puis, les mains pleines de magie de flamme, voulant en finir vite, il dit à Subaru de la fermer et de crever. Isaac dit qu'il déteste Subaru et aussi la façon dont tout le monde le traite comme un dieu. Bien que d'après ce qu'il sait, c'est à cause de lui que sa guilde a été exterminée au 8e étage. Isaac dit qu'ils l'ont bien mérité et espère qu'ils brûlent en enfer en ce moment même. Le blond lance une boule de feu disant que la chance du héros s'est épuisée à sa naissance avec ce nom et elle explose sur lui. Isaac souffle d'épuisement, se plaignant de ne pas avoir très bien contrôlé sa force. Mais il est content, rien qu'à l'idée de s'en prendre au streamer masqué la prochaine fois. Puis, en entendant le mot masqué, le protagoniste émerge de l'explosion portant le masque et demandant s'il parle de lui. Isaac hurle qu'il est impossible que le garçon aille bien après avoir pris cette boule de feu en pleine face, mais le protagoniste dit qu'il n'aime pas qu'on crie, et encore moins entendre un idiot comme ce blondinet. Puis il frappe le garçon en plein estomac, le faisant tomber à genoux. Après le coup, Isaac ne peut même plus parler correctement, alors le héros se moque de sa tête. Isaac n'en croit pas à ses yeux, alors Subaru invite le garçon à jouer à un jeu. Il demande à son collègue de deviner s'il est Ozoi Subaru, le streamer masqué Narukami Subaru, ou peut-être même le vrai Narukami Subaru de la guilde aux yeux bleus. Isaac commence à comprendre que le protagoniste est le fameux garçon des streams, mais qu'un loser comme lui obtienne l'élément foudre, il ne trouve pas ça si extraordinaire. Il dit qu'un moins que rien comme le héros ne pourra pas gagner à ce niveau, et que cela signifie qu'il est supérieur au vrai Subaru aux yeux bleus. Isaac se jette sur le protagoniste, explosant de rage, mais Subaru réagit brutalement, coupant le bras du garçon. Tandis que le blond essaie de comprendre, le protagoniste lui demande d'où lui vient tant de confiance. Isaac est encore très confus, mais il commence à se souvenir quand Subaru parlait de la souffrance de Ozoi comme s'il était une autre personne, et il finit par découvrir que le protagoniste est le vrai Subaru, mais ça ne l'a pas aidé de le découvrir avant d'être complètement découpé. En 2 coups, le combat était terminé et le blond s'est évanoui. Puis le héros a dit que c'était son remerciement pour avoir emprunté le corps de Ozoi. Dans un restaurant ordinaire, des gens commentent la présence d'un fan de Subaru.
il ressent une gêne palpable et voit bon qu'il fait un live stream. Après mûre réflexion, le héros a compris que porter ce masque tout le temps était une bonne chose pour que les ennemis ne connaissent pas son identité. Et enfin, la personne qui l'attendait est apparue. Atsuka dit que c'est un plaisir de le rencontrer et mentionne que c'est elle qui a envoyé le message. Puis elle se présente mais ne peut s'empêcher de montrer qu'elle est gênée. Les deux se serrent la main avec beaucoup de respect et la jeune femme voit que le garçon ressemble beaucoup au vrai Subaru. Comme s'il était revenu à la vie et cachait son visage avec le masque. Subaru demande si quelque chose ne va pas et la jeune femme explose presque de gêne. Surtout qu'elle se souvient que le patron lui avait dit de faire bonne impression et qu'elle était déjà en train de tout gâcher. Elle commence à se gratter la tête de stress puis le protagoniste entame la conversation en lui demandant si elle est fan de Subaru. Quand Atsuka répond oui, le héros essaie de minimiser son importance mais elle mentionne aussi qu'elle est fan de lui. Atsuka dit fièrement qu'en fait, elle regardait ses lives depuis qu'il n'y avait personne d'autre et qu'elle était aussi très inquiète quand il est entré dans l'épreuve des géants. Quoi qu'il en soit, le protagoniste la remercie pour son soutien. Atsuka commence à dire que c'était le destin et c'est pourquoi elle a envoyé un message via le profil de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, la jeune femme se reprend pour être plus professionnelle et parle davantage du contrat. Des publicités aux événements, elle dit que l'entreprise fera tout son possible pour la marque Heroes et ce qu'il doit faire en retour, c'est juste continuer à streamer. Subaru demande si tous les streamers ont une vie aussi belle, mais la jeune femme explique qu'il est spécial. Quoi qu'il en soit, il interrompt Atsuka parlant des conditions pour demander si tous les managers sont aussi comme elle. Alors la jeune femme essaie de dire qu'ils sont meilleurs parce qu'elle ne sait pas s'il aime ou déteste. Tandis qu'elle pensait être en difficulté, Subaru voyait juste que son niveau était élevé. C'est pourquoi il est resté silencieux, car si une manager d'entreprise était si forte, il devait devenir bien plus puissant. Atsuka devient de plus en plus triste, mais soudain le protagoniste dit qu'il pense pouvoir lui faire confiance, et il lui tend la main pour officialiser un contrat avec la société Sutant Entertainment. Alors la jeune femme le remercie pour sa confiance, presque en larmes d'émotion. Le lendemain, le protagoniste lance un live stream et 703 personnes se connectent pour regarder. Il devient fou que les vues augmentent autant du jour au lendemain. Mais Atsuka travaillait pour ça, alors il invite le public à s'amuser avec le spectacle qu'il va donner. Le protagoniste commence la 6e étape appelée Légende du Sentier de la Foudre. Par un jour de pluie, sous une tente, le groupe de chevaliers prépare un plan pour avancer. Pelius demande si le protagoniste est déjà là. Alors Falcon dit non. Un autre demande s'ils peuvent lui faire confiance et un collègue dit qu'il est difficile de croire qu'un étranger ait vaincu le chef géant seul. Deux autres disent que le blond ne peut pas être aussi naïf s'il ne l'a pas vu se battre. Mais Pélias crie aux deux d'arrêter de dire des bêtises et juste au moment où ils parlèrent de Subaru, le garçon apparaît. Pélias va immédiatement vérifier s'il va bien puis le héros dit qu'il est en pleine forme. Aux yeux des autres, le masque du protagoniste est plutôt suspect. Le héros réalise que les autres ne croient pas qu'il ait vaincu le géant. Il se souvient qu'Atsuka avait accepté de créer une option pour couper son micro, alors il dit seulement aux PNJ qu'ils sont très arrogants. Avant toute chose, un chevalier plus âgé le remercie, disant qu'il s'appelle Dale. Subaru dit que c'est un plaisir, et le vieil homme dit qu'il défendait le village quand ils ont été attaqués par lui. Le héros demande immédiatement s'il y a quelqu'un de plus puissant que le chef. Le vieil homme dit que les vrais géants qui ont jadis combattu les dieux ont été scellés quelque part et ont disparu. Donc ceux qui existent maintenant sont des vestiges de ce qu'il y avait de mieux. Cependant, Dale devient presque fou en parlant du géant apparu après que le héros ait tué le chef. Une atmosphère très lourde remplit la pièce, mais le protagoniste pense que c'est simple de le combattre. Dale n'a pas le courage de demander de l'aide et dit que le héros est confiant parce qu'il ne l'a pas encore vu. Pélias crie même à Subaru, disant qu'il y a une légende selon laquelle au sommet de la montagne du millénaire se trouve un fragment de foudre caché, et la légende dit aussi que celui qui doit trouver le fragment est le bienfaiteur du village. Quelques jours plus tard, un autre village prend feu et les gens fuient plusieurs géants en désespoir. Le chef des géants parle comme s'il avait vu son fils et ramasse un chevalier du sol. Puis avec lui dans la paume de sa main, il l'écrase simplement en bouillie et dit qu'il vengera son fils avec du sang humain. Subaru est déjà très proche du chaos et voit le monstre dans la ville après être descendu de la montagne. Le chat a un peu peur car le géant ressemble à un psychopathe fou. Retour en arrière, le blond avait dit qu'il faudrait 3 jours au géant pour arriver et avait dit à Subaru de fuir s'il ne trouvait pas le fragment. Alors, le héros est allé à la montagne du millénaire pour tenter de trouver le pouvoir de la foudre. Mais il n'avait pas peur car il était sûr de pouvoir surmonter n'importe quel défi. Le problème, c'est que cette phrase fétiche était la même qu'il utilisait avant, alors le chat a remarqué la référence. Certains supporters du protagoniste lui ont fixé des missions valant des crédits. Quoi qu'il en soit, le jeune homme continue de monter à cheval jusqu'à atteindre l'endroit où le blond avait dit qu'un des fragments de foudre devait être caché. Notre héros s'arrête quand un immense mur de pierre bloque le chemin, puis il commence à chercher. Pélias avait dit que le fragment était transmis par les légendes, mais il ne savait même pas ce que c'était. Malheureusement, le blond ne savait pas non plus comment obtenir ce pouvoir, mais il était sûr que quiconque contrôlerait la foudre serait capable de vaincre les géants. Dans le monde humain, Atsuka crie de joie à son patron qu'elle a conclu un contrat. Puis il rit beaucoup et dit que la jeune femme est enfin devenue une personne décente. Atsuka le remercie mais demande aussi si elle n'était pas bien jusqu'à présent.
Quoi qu'il en soit, John informe qu'il a rencontré l'homme aux yeux de faucon et raccroche, disant que le jeune homme prendra contact. Dès que le travail se termine, la jeune femme s'allonge sur son lit, heureuse pour regarder le live stream du héros. Le voir à l'écran et travailler personnellement était son rêve devenu réalité. La jeune femme a attrapé la diffusion juste au moment où le protagoniste prononçait cette phrase fétiche. Mais elle a été surprise plutôt qu'autre chose, car elle a trouvé étrange qu'il la dise si naturellement. Au sommet de la montagne, le protagoniste active le pouvoir de la foudre et tout le monde pense qu'il est nerveux. Le héros a fait un trou dans le mur de pierre, mais il ne s'est pas arrêté, il continue et frappe plus fort, créant une explosion d'éclairs. Puis il se sent heureux car il peut enfin trouver quelque chose d'important. Tout le monde dans le chat demande ce qui arrive au héros. Seul lui sentait qu'un pouvoir de foudre appelait la foudre en lui, et ce pouvoir était derrière la porte qu'il venait de découvrir sur la montagne. Tandis qu'il avance, le chat discute du fait que le protagoniste n'a pas de clé pour l'ouvrir. Cependant, il tend la main et dès qu'il touche la pierre, des éclairs apparaissent. Puis une fois de plus, le protagoniste rassemble le pouvoir électrique dans sa main et serre les poings pour attaquer. Il connaissait déjà le secret pour ouvrir la porte, alors au lieu de chercher une clé, il a simplement essayé de la défoncer. Quand le pouvoir électrique du protagoniste touche la porte, elle réagit, tremblant de toutes parts. Et comme par magie, elle s'ouvre d'elle-même pour que notre héros puisse entrer. Puis il prend une profonde inspiration et avance pour affronter le défi final. Et quand il passe les portes, elles enferment le garçon jusqu'à ce qu'il ait terminé. Dans cette tente où se trouvait le protagoniste, tout le monde continue de discuter de stratégie. Le vieil homme demande si le blond pense vraiment que le héros obtiendra le pouvoir de la foudre. Puis il répond oui sans même réfléchir. Dale dit que le chef lui fait beaucoup confiance. Mais pour Pélias, il n'y avait aucune raison de douter. Soudain, une personne apparaît, criant que tout le monde mourra même si Subaru réussit. Il tremble de peur à genoux et dit que les collègues ici ne connaissent pas la puissance du géant qu'ils vont affronter. Pélias va vers le garçon, lui demandant s'il devrait abandonner alors. Le blond veut vraiment croire au protagoniste car ils ont été sauvés par lui une fois. Cependant, le garçon dit que c'est facile pour Pélias de dire ça quand il n'a pas vu le monstre. De nulle part, la tente commence à trembler et les objets des tables commencent à tomber. Puis un chevalier entre dans le lieu, criant que l'ennemi est là, ce qui prend tout le monde par surprise car il ne s'attendait pas à ce qu'il arrive si vite. À l'intérieur de la grotte que le protagoniste a ouverte, il marche en essayant de trouver ce que l'épreuve attend de lui. Certains disent qu'il ne semble y avoir rien et quelques-uns mentionnent des choses intéressantes, comme la foudre qui peut être si rapide qu'on ne la voit pas. Subaru commence alors à essayer de trouver quelque chose qu'il ne voit pas. Il ferme les yeux, se souvenant que le nom du défi est Sentier de la Foudre. Le pouvoir le plus fort qu'il ressentait venait de sous ses pieds, alors il a eu une idée. Il ramasse une pierre du sol et la lance très loin de toutes ses forces. Tandis que l'électricité se disperse dans l'air, elle devient invisible à l'œil humain. Mais plus elle va loin, plus elle devient forte. Puis la pierre du protagoniste est détruite quelques pas plus loin. Même en sachant que c'est un test, le seul choix qu'il a est de continuer à avancer. Puis le héros pense que ce doit être une sorte de défi d'endurance cruel où s'il ne peut pas passer, il mourra. Plusieurs personnes donnent des missions au protagoniste et certaines lui disent d'arrêter pour éviter de mourir. Mais il les remercie et continue. Dans la cabane forestière, en préparant le dîner, Shigura regarde le kit de joueur avec une grande attention, si bien que lorsque Rina apparaît, elle saute de sa chaise de frayeur. Rina est surprise aussi, puis demande si son ami regardait quelque chose de louche. Évidemment, Shiguri dit non et qu'elle est juste un peu fatiguée. Rina, à son tour, la taquine en disant que les poils poussent généralement plus sur les pervers. En fait, depuis qu'elle était interdite de regarder des streams, la jeune femme s'ennuyait. Mais Rina est devenue curieuse car il semblait qu'elle était en train de se faire virer du canapé. Shigura devient si anxieuse qu'elle crie beaucoup sur son amie. Elle dit à la jeune femme de se reposer ailleurs et d'arrêter de se mêler de tout ce qu'elle fait en coupant le son du kit. Quoi qu'il en soit, Reina se sent mal à l'aise et se lève du canapé pour partir. Comme elle a dépassé les bornes, l'amie dit que l'autre peut rester un peu plus longtemps et manger, mais Reina claque la porte au nez de Shigure de colère. Quoi qu'il en soit, Shigure peut maintenant retourner regarder le stream qu'elle suivait, car si Reina avait vu qu'elle regardait ça, ça aurait causé des problèmes. La jeune femme pense que même s'ils étaient différents, Subaru ne les oublierait pas, et ça la frappe de voir à quel point le protagoniste se comporte exactement comme le chef, sauf pour la partie où il semble désespéré de crédit. Finalement, la jeune femme s'est distraite, alors la main de Rina a touché l'épaule de Shigure, lui demandant si elle pensait qu'elle ne le remarquerait pas. Et juste à l'expression de la jeune femme, il était clair qu'elle était furieuse. Dans la grotte du Sentier de la Foudre, le protagoniste continue d'avancer très prudemment. Mais il arrive un moment où il commence à être électrocuté, et là son progrès n'est qu'à 2,3%. Subaru ne peut endurer que parce qu'il ressent une sensation familière, car il a dû y faire face plusieurs fois par le passé. Avec 3,2% de progression, il devient clair qu'il a encore un long chemin à parcourir. Mais il persévère, car maintenant qu'il connaît l'objectif, il lui suffit d'être suffisamment résilient. Les gens dans le chat ne comprennent pas pourquoi il ne court pas, car ils ne ressentent pas sa douleur. Évidemment, atteindre l'objectif est le principal, mais si possible, le héros veut toujours explorer autre chose dans la grotte. Regardant le stream depuis chez lui, Œil de Faucon prête une attention particulière à tout.
Il se souvient que John avait dit de collaborer et c'était quelque chose que le patron ne faisait pas. John avait mentionné que pour réussir un stream, il n'était possible de contrôler que la moitié des choses. Œil de Faucon savait que la popularité serait mesurée par les types de joueurs qui existaient. Le stream de Subaru ressemblait moins à un vétéran parlant à des fans et plus à un vlog calme. Narukami était encore un streamer débutant, alors Will de Faucon n'avait qu'à faire ce qu'il savait. C'était une chance de chevaucher une météorite arrivant à grande vitesse et de faire de lui une étoile brillante dans le ciel. Les gens disaient que Hawkeye restait dans l'analyse parce qu'il n'avait pas la confiance de grimper la tour. Mais la vérité était que comme tout le monde, il voulait aussi atteindre les étoiles. Pendant un instant, il a commencé à rêver d'être comme Subaru et a perdu un peu de concentration sur le stream. Il prend peur et retourne vite au travail. Mais voit qu'il a manqué quelque chose de très important. Retour au stream du protagoniste, il marche toujours. Mais plus il s'approche de la fin, plus il a de blessures. Subaru ne s'arrête pas et ne se plaint pas de la douleur. Au lieu de cela, il marche et endure tout en silence. On dit que la foudre la plus puissante est celle qui pénètre le plus profondément dans le corps. Maintenant, le héros a marché assez pour avoir de l'électricité dans son cœur et ses méridiens. Avec une progression d'environ 20%, les méridiens sont ouverts et le héros gagne un point de pouvoir magique. Les méridiens aléatoires sont des concepts de pouvoir. Et tout comme les méridiens plus petits sont comme des veines traversant le corps. Les ouvrir, c'est comme débloquer les entrées. En d'autres termes, le pouvoir de la foudre est entré dans tout le corps du protagoniste. Ozoi n'avait jamais suivi le processus d'élimination des impuretés des méridiens, alors le héros improvisait. Normalement, cela se fait avec le propre pouvoir magique d'une personne, car utiliser un pouvoir externe est dangereux et apporte une douleur atroce. Même en saignant abondamment, le protagoniste continue d'avancer vers son objectif. Rina se sent triste en regardant cette scène chez elle, elle observe en silence. En tant que joueuse, la jeune femme sait ce que le héros fait, mais elle n'en connaît pas la raison. En bougeant son corps, il aspire en fait le pouvoir externe au lieu de sa propre magie. Tout le monde sait que la douleur est immense et que d'habitude, une personne s'évanouit immédiatement. Même si la mort à l'examen n'est pas une réalité, la douleur, elle, est bien réelle. Alors la jeune femme pleure presque, voulant savoir pourquoi il va si loin. Avec 50% de progression, l'ouverture des méridiens plus petits est plus ou moins complète. Par conséquent, le héros réalise qu'il a fait une erreur. Il se sentait si mal qu'il pensait qu'il allait mourir et échouer. Dans le passé, Subaru disait souvent qu'il n'y avait aucun défi qui ne pouvait être surmonté. C'est ainsi qu'il motivait ses coéquipiers, car au final, il gagnait toujours. Mais maintenant, il regrettait tout. Pour le héros, s'il n'avait pas parlé avec une telle arrogance, peut-être qu'aucun d'entre eux ne serait mort avec lui. Pour couronner le tout, Subaru se souvient que les derniers mots qu'il a entendus du blond parlaient d'arrogance. Tout cela était de sa faute, et il a continué à marcher aussi loin qu'il le pouvait. Mais finalement, le héros tombe face contre terre et ne peut même plus bouger ses bras correctement. Après s'être évanoui, le protagoniste se réveille dans un champ vert avec son ancien corps et ne sachant pas où il est. Mais quand il se retourne, il voit tous ses compagnons faire une sorte de pique-nique et est choqué. Shuhei, Sauda, Kei, Yori, Shigurei et Rena sont tous là, ensemble. Alors, même si cela ressemble beaucoup à un rêve, il court vers ses amis. Quand il s'approche, Subaru commence à pleurer parce que tout semble si réel. Il rit et dit qu'il a fait un rêve terrible et veut le raconter à ses compagnons, mais ses amis répondent en accusant le héros d'avoir causé leur mort. Subaru devient désespéré et la jeune femme poignardée par le blond demande pourquoi il ne les a pas protégés après s'être tant vanté d'être bon. Une sorte de feu rouge transforme le feu de camp du pique-nique. Subaru essaie de crier et de s'expliquer, mais ses amis se transforment en âmes vengeresses méconnaissables. Le héros crie encore plus fort, suppliant ses compagnons de ne pas le laisser seul, et il devient si désespéré qu'il s'agenouille par terre et les implore, mais une explosion met fin à tout. De retour dans le monde réel, Subaru se réveille, réalisant qu'il a traversé une hallucination. Avec une progression à 97%, il est encore très blessé mais proche de la fin. Alors malgré la mauvaise hallucination, il est reconnaissant de se souvenir de la raison pour laquelle il est en vie et de ce que Kazuki a fait. Dans le village test qui est sur le point d'être attaqué, toute la population se tient avec les chevaliers, prêts à se défendre, même s'ils sont terrifiés, car au moins un des géants a déjà franchi le mur. Les chevaliers essaient de trouver où se trouve le vrai chef. Ils disent aussi que le héros a dû fuir, mais Pélé crie que non. D'abord, ils ont confié l'avenir du village à un étranger et ensuite ils ont douté du chef. C'est pourquoi le blond a demandé si les râleurs n'avaient pas honte de se dire chevalier. Dale déclare rapidement que le chef a raison et qu'avant de blâmer qui que ce soit, ils doivent protéger le village. Il tire son épée avec de l'énergie magique et affirme que les chevaliers doivent protéger et non être protégés. Puis, prenant la première ligne, Dale et Péléas se précipitent pour affronter les monstres prêts à mourir avec honneur. À ce moment-là, le protagoniste atteint enfin 99% de progression. Il aperçoit une sorte de noyau d'énergie électrique et devine que c'est l'objectif de l'épreuve. Le hic, c'est que sa fatigue frôle aussi les 100%, mais être si près du but l'empêche de jeter l'éponge. De retour à la bataille du village, Dale fonce à toute vitesse et d'un coup d'épée tranche la jambe d'un géant. Le monstre hurle de douleur en étant touché et tente d'attraper le vieil homme, mais en vain. Puis le blondinet arrive par derrière, demandant à son collègue de lui laisser le reste et escalade le corps du géant.
Ainsi, lorsqu'il atteint la hauteur du cou, il saute et lacère le géant de toutes parts. Le géant est anéanti en une seconde et s'effondre en arrière, vaincu, impuissant. Voir cela redonne un peu d'espoir aux chevaliers. Ils se ruinent sur le corps du monstre pour évacuer leur colère et leur peur. Puis Pelius déclare que maintenant qu'ils ont tué le géant le plus puissant, ils peuvent en se reposer. Mais Dale malheureusement les avertit que ce n'était pas le boss dont il parlait. Alors qu'ils l'ignorent encore, les autres chevaliers sont surpris par la facilité du défi. L'un d'eux pensait que les choses allaient en s'arranger, mais il est soudainement écrasé. Pelius et Dale n'aperçoivent de loin qu'une ombre, mais le blond comprend déjà que cet ennemi est d'un tout autre niveau. De retour au protagoniste, la progression atteint 99,99% et il parvient à saisir ce noyau d'énergie électrique. C'est pourquoi Subaru hurle que ce sera la première étape de sa vengeance. Une explosion d'énergie électrique se produit, mais elle passe et quand elle passe, il semble qu'il ait enfin réussi à terminer. Cependant, au moment où il se détendait, un choc a parcouru le corps de Subaru car l'ouverture des méridiens mineurs était achevée. S'il avait été touché une fois de plus par quoi que ce soit, il serait mort. Mais heureusement, le protagoniste s'est seulement évanoui après avoir terminé la 6e étape. De loin, John est agacé de voir le protagoniste toujours aller à la limite, car il pense qu'il ne sait pas quand arrêter de diffuser. Lors d'un appel avec les yeux de faucon, les deux disent qu'ils regardaient le livestream de Subaru. Mais Hawkeye crie par-dessus le patron que le héros va devenir une star à la fois en tant que joueur et streamer, tout comme dans le cas de Naruka Miko. Hawkeye affirme que ce que fait le héros est ce que le public désire, car c'est plus proche de la réalité. Après tout, Sosa, le véritable leader des yeux bleus, était un joueur et non un streamer, ce qui signifie qu'ils assisteraient en direct à la naissance d'un nouveau Subaru. De retour à la diffusion du protagoniste, après un certain temps au sol, il parvient à se relever. Tout son corps est douloureux de fatigue. Il est à 81 sur 100, mais les statistiques de Subaru ont augmenté. Et puisqu'il a passé la 6e étape, il a gagné plusieurs crédits de ses spectateurs. Maintenant, le protagoniste en a environ 20 000, ce qui représente la moitié de ce dont il a besoin pour augmenter le niveau du pari de la cupidité. Au moins maintenant, il a la clé pour vaincre les géants, un objet appelé la lance de foudre légendaire et que personne dans le chat ne connaît. Même si c'est à usage unique, c'est un objet qu'on ne trouve qu'autour du 8e étage. Par conséquent, le protagoniste le garde pour l'instant, disant que les objets de ce niveau peuvent changer selon les conditions, et commence enfin à se diriger hors de la grotte pour vaincre ces choses. De retour à l'attaque du village, les chevaliers rencontrent un monstre de la taille d'un bâtiment. C'est le véritable géant qui doit être vaincu, et il est déjà très proche des murs. Le roi monstre Grog hurle très fort. À ce moment-là, un chevalier s'enfuit et Pelius lui demande ce qu'il fait. Alors le garçon pleure, disant qu'il les avait prévenus qu'il ne connaissait pas l'ampleur du problème. À cet instant, il se jette aux pieds du monstre, suppliant le géant d'avoir pitié de sa vie. Mais malheureusement pour le garçon, le géant se sent offensé qu'un ver lui demande quelque chose. Dale va aider son compagnon à se relever et à partir, il dit aux deux de courir. Cependant, il est resté là trop longtemps. Et quand le blond a crié pour tenter de les prévenir, Grog les a piétinés tous les deux, les tuant instantanément. La motivation de Pelius commence à s'éteindre, car il ne voit aucun moyen de gagner ou de s'échapper. En fait, tout le monde est piégé là comme des oiseaux en cage. Pelius est effrayé au début, mais devient ensuite encore plus en colère. Il crie désespérément qu'il sait qui a tué le fils du géant, et cela parvient à attirer l'attention de Grog. Alors que le géant demande où est le meurtrier, le blond tremble mais pointe son épée vers un endroit, disant que c'est là que Subaru est allé. Évidemment, le garçon envoie le monstre dans la mauvaise région, mais il n'était pas dupe et a compris que le chevalier mentait. Par conséquent, Grog demande si l'humain qui a tué son fils n'est pas là ou si Pelius a essayé de le tromper. Il allait tuer le chevalier pour cela, mais un éclair a frappé la montagne, attirant l'attention du géant et du chevalier. En fait, cela a attiré l'attention de tout le monde, car c'était quelque chose d'énorme, à tel point que Pelius a pensé que c'était le protagoniste à ce moment-là. Du haut de la montagne, notre héros déclenche la 7e étape, appelée Foudre, qui est la dernière de l'épreuve. Car si quelque chose de plus fort apparaissait, il serait impossible de le vaincre au 2e étage. Finalement, le héros n'a pas peur et dit qu'il n'y a pas besoin de trop réfléchir, car il vaincra le monstre en une seule attaque. Pour l'instant, Grog est plus fort que le héros, il doit donc attaquer en premier. À ce moment-là, le protagoniste active la lance de foudre, et la puissance est si grande qu'elle modifie les nuages dans le ciel. La lance crée un ciel orageux rouge avec des éclairs noirs, avec seulement 10% de l'activation totale. La fatigue du protagoniste augmente, mais l'objet se matérialise dans sa main. À 33%, il commence à prendre la forme d'une lance de foudre noire. Mais malheureusement, le pari de la cupidité ne peut pas éliminer les effets négatifs. Subaru comprend qu'il n'a pas encore la force pour un objet légendaire, et la fatigue atteint 88 avec 50% d'activation. Après un moment, le protagoniste réalise que le monstre l'a remarqué sur la montagne, mais il était évident qu'il attirerait l'attention après avoir fait tant de bruit. Grog ne prête plus attention au blond car voir ses éclairs l'a convaincu que le tueur de son fils était cet homme. Pelius crie, essayant d'attirer l'attention du monstre, mais ça ne marche pas. Bien qu'il ait autre chose à craindre maintenant, car le village était plein de géants plus petits, Grog se concentre sur cette lumière sur la montagne et pense que son fils a dû beaucoup souffrir.
Alors, il court comme un fou, criant qu'il s'assurera que le héros ressente au moins un morceau de cela. Le monstre abat les arbres et tout sur son passage, et le protagoniste est déjà prêt à 88%. Il sait que ce sera un coup de tout ou rien et qu'il pourrait rater, mais à cause de cela, il ne quitte pas la cible des yeux. Dans le passé, un coéquipier lui avait donné ce conseil, disant au héros de ne pas se laisser distraire quand il voulait lancer une lance. Le conseil était de lancer en ligne droite et d'écarter toutes les pensées inutiles. Le garçon avait aussi dit que ce qui importait, c'était la forme de la lance, d'autant plus que le héros était différent des autres lanceurs de javelot. Après tout, il était le leader des yeux bleus. Avec 95,2% de la compétence préparée, Subaru est toujours inquiet. Mais il se souvient du conseil pour quand il n'allait pas lancer une lance normale. Dans ce cas, le garçon avait dit qu'au lieu de lancer, il devrait la faire détonner. Quand le monstre s'approche très près, le chat devient désespéré, exhortant le protagoniste à la lancer déjà. Mais sa stratégie est d'attendre le dernier moment, alors le monstre continue de grimper et à un moment donné, il saute vers le héros. Il atterrit juste au-dessus de Subaru, alors le héros se concentre intensément sur le monstre et quand la préparation atteint 100%, il est prêt à attaquer. Il n'a qu'une seule chance, alors tout ce qu'il pense, c'est qu'il doit toucher quoi qu'il arrive. Le bras du héros brûle avec la foudre, mais il la lance quand le géant n'est qu'à quelques mètres de le toucher. Ainsi, il parvient à empêcher Grog d'esquiver, frappant son front et faisant tomber le monstre instantanément. Quand la foudre a frappé le géant, il a explosé et en étant incinéré, Grog a crié le nom de son fils jusqu'à ce qu'il disparaisse. Au final, tout le monde dans le chat n'arrive pas à croire que Subaru ait gagné. La 7ème étape est terminée et toutes les statistiques du protagoniste augmentent. Ainsi, il reçoit également une récompense appelée cœur de foudre. Subaru est perplexe, mais cet objet s'active tout seul et fait apparaître une forte lumière. Soudain, le protagoniste ouvre les yeux dans un endroit qu'il ne reconnaît pas et devant lui apparaît l'ombre d'un géant. Il essaie de crier mais sa voix ne sort pas du tout. De plus, le corps du protagoniste ne bouge pas non plus. Outre ce géant, plusieurs autres ombres sans nom apparaissent autour de Subaru, le fixant. Il semble qu'elles essaient de montrer quelque chose au héros, mais sa main commence à briller et un faisceau de lumière éloigne cet endroit. Puis, de retour sur la montagne, le système annonce que la mission principale a commencé. Il informe que le héros peut chercher des indices dans le village en utilisant le cœur de foudre. Subaru ne comprend toujours pas si c'était réel ou une partie du défi. Quoi qu'il en soit, il s'excuse d'avoir ignoré le chat pendant un moment et il passe rapidement à la partie importante qui est d'accepter les crédits qu'il a gagnés. Ainsi, il parvient à en récolter un peu plus de 40 000. Puis à ce moment-là, le héros fait semblant d'être fatigué et coupe le stream. Dans un bar de la ville de départ, le protagoniste demande si c'est normal de terminer le live comme ça, mais Atsuka dit oui. Comme elle ne l'avait pas mentionné, elle l'informe que son stream a dépassé les 3000 spectateurs. Subaru est choqué d'avoir été si concentré sur l'examen qu'il ne l'a pas remarqué. En tout cas, la fille dit que pour un examen de débutant, c'est incroyable. Et le héros comprend que couper à un moment important laisse le public curieux d'en voir plus. Subaru surprend la fille en disant qu'il veut voir les récompenses avec les abonnés lors du prochain live pour être authentique. Alors Atsuka commence à penser qu'il a compris le truc et c'est pourquoi elle l'avertit qu'elle a un cadeau pour lui. Mais un cadeau, elle pense que le protagoniste ne peut pas refuser car c'est assez spécial. La fille dit au héros de chercher le streamer appelé Hawkeyes, alors il accepte. Dès qu'il entre sur le stream du gars, il vient juste de commencer. Et le titre est une spéculation sur si le protagoniste est le deuxième Subaru ou peut-être l'original. Pendant qu'il passait l'examen, cette personne a aussi lancé un défi au héros. Après un moment, Hawkeye dit rapidement qu'il devra expliquer beaucoup de choses. Ce qu'il dit, c'est que le protagoniste est Subaru sous un autre nom, et qu'il en est sûr. Le héros est curieux de savoir si la manager pense la même chose. Quoi qu'il en soit, la fille demande à poser une question qui pourrait être impolie. Elle sait que c'est le devoir de la manager de dire cela et sait que c'est mal, mais elle ne change toujours pas d'avis. Atsuka demande pourquoi le protagoniste est un streamer. Elle pose la question car elle pense que ce n'est pas pour l'argent. Alors il réfléchit un peu, laissant la fille le cœur battant. Mais il dit que c'est effectivement pour l'argent et qu'il n'y a pas d'autre raison. Atsuka se sent encore plus gênée. Elle convient que l'argent est important et s'excuse pour la question. Par conséquent, pour essayer de lui faire oublier ça, elle commence à parler des récompenses. Atsuka donne des informations sur Hawkeye comme le fait qu'il soit un contractant de longue date et expose tout ce qu'ils ont planifié ensemble pour l'avenir de Subaru. Il a été décidé que Hawkeye partagerait les bénéfices avec un garçon car il ferait des réactions à ses lives. Alors Subaru dit joyeusement qu'il n'entend que de bonnes nouvelles dans cette agence. La fille est gênée et il dit que ce n'est pas un bonus normal. C'est pourquoi Atsuka a demandé si Subaru voudrait travailler avec Hawkeyes. Sur le chemin du retour, la première chose que le protagoniste pense est que peut-être il ne devrait pas garder le masque tout le temps et qu'il n'a pas besoin de se concentrer sur l'argent. Il se sent gêné mais plus il construit de nouvelles relations, moins il sait ce qu'il devrait cacher. En tout cas pour l'instant, avec ses 40 000 crédits, il augmente le pari de la cupidité au niveau 4. Cependant, maintenant, avec seulement 120 crédits, il aura besoin de plus d'argent. Au moins, quand il se couche, il se souvient qu'il aura la collaboration avec Hawkeyes. En parlant de ça, il sort cette fleur qu'il a eue du musée, pensant que sa compagne doit déjà savoir.
Dans le bureau de la manager à l'entreprise, elle cache son visage dans l'oreiller, même seule, car pour une raison quelconque, elle s'est excitée par ce que Subaru a dit. Son esprit a inventé la raison pour laquelle il voulait de l'argent, que le garçon doit avoir quelqu'un de malade ou quelque chose comme ça. Par conséquent, bien qu'étant curieuse, elle a crié qu'elle ne demanderait plus rien. En fait, le moment où Subaru a dit que seules de bonnes choses s'étaient produites était aussi frappant. Alors elle a répondu qu'elle l'aimait aussi, évacuant ses sentiments avec un coup de poing sur le lit. Et elle a fini par avoir l'impression que Subaru était une personne merveilleuse et noble. Quelque temps plus tard, au 7e étage de la tour, à l'intérieur d'un château, une personne entraîne son corps. Pendant ce temps, il regarde le stream de Hawkeye, qui a dit que le héros était comme le Subaru du passé. Cependant, ce gars n'aime pas ça, d'autant plus qu'il ne sait même pas qui est le streamer d'après les commentaires. Un subordonné l'informe que c'est un rookie qui a déjà une moyenne de 8000 vues, alors le gars de la Blue Zone se souvient qu'il a fait ça aussi dans le passé. Alors qu'il parle du joueur, il comprend que Subaru est le gars qui aurait maîtrisé l'électricité. D'après ce qu'il voit dans l'enregistrement du stream, il convient que c'est impressionnant, car cela lui rappelle ce que Sako Shuei disait. Ne laissez pas vos yeux s'égarer en lançant une lance. Aman explique qu'il a essayé d'apprendre tout du lancier aux yeux bleus. Après tout, tous ceux qui faisaient partie de cette guilde étaient le meilleur des meilleurs. Pour une raison quelconque, les gens ont oublié qu'il n'y avait pas que Subaru qui était un monstre et que leur mort était suspecte. Okwai a continué en disant qu'il n'avait plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Alors Emon et le subordonné s'irritent, pensant que le streamer essaie de devenir viral. Le joueur éteint la télé immédiatement et demande pourquoi il avait dû regarder ce programme. Cependant, le subordonné explique que c'était le chef de guilde qui l'avait demandé. La foudre est le symbole des yeux bleus et les yeux bleus sont la guilde mère de la Blue Zone. Le subordonné dit qu'ils ont réussi à obtenir des informations sur le héros étant fou d'argent. C'est pourquoi il enlève un tissu d'une palette et montre aux joueurs 100 lingots d'or. Alors Emon est surpris, mais pas parce qu'ils vont dépenser autant pour le contrat, mais parce que Subaru ne veut que de l'argent liquide. De retour au défi du chemin de foudre, puisque la ville est détruite, les gens doivent tout réparer. Le blond dirige les chevaliers pour aider à soigner les blessés et distribuer des médicaments, mais ce visage inquiet devient joyeux quand il voit le protagoniste arriver après la bataille. Pelius dit qu'ils étaient très inquiets quand il s'est évanoui devant le village. Alors, le héros dit qu'il se sent encore un peu mal, et l'ami comprend. Changeant de sujet, le héros demande à parler un peu, alors le blond suggère de discuter plus tard. Cela fait penser à Subaru que c'est vraiment sympa, et le chat veut que les deux se marient. De retour dans sa chambre, le protagoniste commence à regarder les récompenses. D'abord, il y avait ce cœur d'électricité qui augmentait la résistance à la foudre et la puissance des attaques électriques, mais personne dans le chat ne sait si le protagoniste est heureux ou triste à ce sujet. Subaru était resté sans voix car l'objet était parfait pour un utilisateur d'électricité. C'était vraiment incroyable. Finalement, le blond frappe à sa porte, alors il lui dit d'entrer. Ce qui est différent, c'est que le chevalier entre avec un panier de fruits à la main et demande si le protagoniste s'est bien reposé comme s'il était sa petite amie. Quoi qu'il en soit, les deux ne touchent pas aux fruits et vont parler. Subaru demande si les légendes étaient vraies. Alors le blond dit apparemment oui et le remercie. C'est pourquoi le héros mentionne qu'il a trouvé quelque chose sur le corps du géant. Un objet appelé le cœur de foudre, ce qui effraie grandement le blond. Subaru demande évidemment s'il a missé quelque chose, mais il dit non. Ce qui, après cette frayeur, ne trompe personne. Pelius essaie de dire que toutes ses connaissances viennent de légendes qui sont généralement des mensonges. Mais il dit qu'il se souvient bien d'au moins 2 légendes. La première était que le porteur de la foudre apparaîtrait et vaincrait le géant, tout comme le protagoniste l'a fait en battant leur leader. Et la seconde datait de longtemps, quand Dieu et géant se sont battus pour la foudre. C'était plus comme une légende dans les légendes, et elle parlait de la guerre qui a eu lieu où les géants ont été vaincus. Donc, ce cœur de foudre du protagoniste a probablement été créé par quelqu'un. Le créateur n'apparaît pas dans les légendes, mais semble avoir un but. Pelius dit que c'est pour que les humains puissent utiliser la foudre, et qu'ils en ont besoin pour pouvoir combattre les dieux et les géants. C'est pourquoi le blond croit que c'est un objet pour égaliser les chances. Quand l'histoire se termine, le système annonce que le chemin de foudre est terminé. Le héros gagne 17 000 points de succès qui augmentent sa compétence foudre au niveau 3. Son corps commence à briller et le blond devient désespéré. Puis soudainement, le protagoniste disparaît et est téléporté au 3e étage appelé Ordinal. Il se matérialise là avec une sorte de base de téléportation. Les joueurs voient pas le protagoniste mais en ont marre parce qu'il porte le masque de Narukami. Love ou Atsuka envoient 1000 félicitant le héros. Mais il ne répond pas car il se souvient d'un souvenir. Dans le passé, quand il est arrivé pour la première fois au 3e étage, c'est là qu'il a rencontré Rina. Elle était gênée parce qu'elle avait perdu ses amis. Alors, elle a demandé si le héros avait vu quelqu'un de grand comme lui ou peut-être même une plus grande paume. Alors, le héros a dit qu'il avait vu pointant un coin et disant qu'il devait être passé par là. Rina a couru immédiatement, mais 2 pas plus loin, elle était déjà perdue à nouveau et ne savait pas où aller. Voyant cela, le héros a appelé la fille pour aller ensemble trouver ses amis, ce qui a rendu Rina très heureuse. Mais ce n'était pas comme si le protagoniste avait autre chose à faire. Ainsi, les deux se sont présentés. Mais malgré ce moment sympa, il a pensé que s'il n'avait pas aidé, peut-être qu'elle serait encore en vie. Le chat demande ce que Subaru ressent, mais le héros n'explique pas bien car il se sent très coupable.
Alors, juste pour informer que la prochaine diffusion sera avec les Hawkeyes, il termine là. Dans un restaurant au 3e étage, quelqu'un apparaît à la table du protagoniste après un moment, s'excusant pour le retard. John vient à la place de Hatsuka car à part quand le système fait monter quelqu'un d'un étage, il faut du temps pour voyager. Quoi qu'il en soit, il se présente comme le directeur de la société de divertissement. Alors, le héros dit qu'il a entendu parler de lui par la manager. Normalement, le président laisse ses conversations à Hatsuka, mais il voulait voir le héros en personne, surtout qu'il était le deuxième à rendre la fille si excitée. Et, logiquement, John a dit que le premier était le Subaru aux yeux bleus. Le président dit que la fille a des exigences très élevées pour s'intéresser à quelqu'un, et il demande aussi à poser une question différente. Il demande si le protagoniste est intéressé par une guilde appelée Yeux Bleus et il est choqué. D'après la réaction, le blond réalise que le garçon est intéressé. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles le président voulait le voir. Et une autre raison était que dans 5 jours, la récompense pour un tournoi au 3e étage serait dévoilée. Mais quand le protagoniste voit de quoi John parle, il est furieux, vraiment furieux. Quand notre héros a terminé le live, Rina s'est plainte que c'était fini trop tôt. Curieuse, elle est allée se promener, flâner un peu dans la forêt juste devant la cabane. Puis après un moment, quand elle a retrouvé Sugar, elle lui a demandé si elle avait fini et la jeune fille a répondu que oui. Rina demande ce que son amie fabrique et celle-ci répond qu'elle réfléchit. Car devant elles deux, il y a des guerriers complètement figés et elle ne sait toujours pas si elle doit les éliminer ou les laisser en vie. Rina dit que son ami devrait les tuer, mais l'autre n'est pas du tout convaincu. Surtout que si c'était l'œuvre de Kazuki, il n'enverrait pas de simples petits bras cassés. Mais laisser ses assassins en vie, ça pourrait aussi devenir un vrai problème. Rina de son côté n'apprécie pas du tout l'idée que leur position soit révélée par ses énergumènes. À cause de ça, elle fait surgir du sol plusieurs lames grâce à sa magie, et d'un simple geste de la main, elle les aligne toutes parfaitement. Shiger tente de crier à son ami de ne rien faire, mais Rina ne réfléchit même pas une seconde. Elle projette ses lames sur les guerriers figés, les anéantissant tous sans exception, jusqu'à ce qu'à la fin, il ne reste plus que quelques misérables morceaux de glace. Rina affirme que ce soit l'œuvre de ces blonds ou non, ils ne peuvent pas se permettre de renvoyer des assassins. Elle ajoute aussi que l'indécision de son ami est un défaut et qu'elle doit être plus rationnelle. Changeant de sujet, un message arrive sur le kit de Shigura. Mais quand Rina voit de quoi il s'agit, elle est d'abord choquée, puis carrément furieuse. Les deux s'irritent, mais Rina, elle, est bien plus remontée, surtout qu'il vendait les chaussures de Toshiya. Shigura calme son ami en disant que c'est un piège pour les attraper. Certains savent qu'elles sont en vie quelque part, mais même ainsi, elles ne peuvent pas rester les bras croisés. Et Rina comprend parfaitement ce que son ami lui dit. Shiger affirme qu'elle n'est pas douée pour agir discrètement, mais que son amie, elle, l'est. Puis Rina rétorque que sa collègue est une vraie pipelette et qu'elle sait déjà très bien ce qu'elle doit faire. Avant, Shigeru lui attrape le bras, expliquant qu'elle ne veut pas que la jeune fille y aille tête baissée. Car en fait elle pense qu'il vaut mieux voler quand le vainqueur est déjà désigné. Pour revenir à la conversation avec le héros, ce que John a montré et qui a plombé l'ambiance, c'était ces mêmes chaussures. Il pensait que Subaru serait intéressé et le protagoniste lui voulait vraiment l'être. Mais il le voulait énormément, pas du tout pour la raison que le président imaginait. Dans ce cas, John dit que cela dépendra du résultat qu'il obtiendra. Le président déclare que puisque le héros est un fan de Subaru, ils peuvent créer du contenu en partant à la chasse à cet objet. Mais le protagoniste pensait seulement que c'était d'une audace folle d'utiliser les objets de Toshiya comme prix pour n'importe quoi. John ne comprend pas toute cette colère du héros et s'inquiète. Puis Subaru dit qu'il suivra l'idée de contenu, ce qui réjouit un peu plus le président. À ce moment-là, le héros se lève en disant qu'il va aller préparer les choses. Puis John crie de loin qu'il sera là pour l'encourager à fond. Mais Subaru n'a même pas entendu car il pensait juste qu'il devait absolument obtenir cet objet coûte que coûte. Dans la chambre du protagoniste, il réfléchit au genre d'événement que sera ce tournoi. Subaru pense que ce serait bien si c'était quelque chose d'individuel, mais il sait aussi qu'il ne peut pas être aussi exigeant non plus. Soudain, Hatsuka frappe à sa porte. Alors que la manager arrive enfin, le héros se lève et songe à attraper son masque. Ainsi, les deux se rencontrent. Et Hatsuka est élégamment vêtu et gêné, comme à son habitude. Le hic, c'est que le protagoniste portait encore son masque jusqu'à cet instant précis. Subaru invite la jeune fille à entrer et elle manque de s'évanouir de gêne. Mais pour lui, ça n'a aucun sens de ne pas entrer si c'est pour discuter. Alors la jeune fille accepte, le visage toujours écarlate. À l'intérieur, avant même d'échanger quelques mots, Hatsuka observe que sa chambre est plutôt spartiate. Elle se sent timide parce qu'il ne dit rien, mais ce que le héros pense, c'est que le mana de la jeune fille est absolument colossal et qu'elle n'est pas une manager ordinaire. Hatsuka demande s'il y a quelque chose qui cloche avec son visage, mais le héros dit que non et commence à poser des questions sur le tournoi. Puis elle sort des papiers en s'excusant platement. Hatsuka explique que le tournoi sera en format Battle Royale où plusieurs joueurs s'affronteront pour un prix. Comme par chance, une compétition individuelle pour le héros. Hatsuka prévient que le gymnase se trouvera dans la zone d'examen virtuel et que les participants devront être au 3e niveau et payer 1000 crédits.
De plus, elle a déjà envoyé les documents au héros, donc quand il regardera dans le kit, il aura une idée précise de ce dont il a besoin. Subaru la remercie chaleureusement, mais elle répond que ce n'est que son travail après tout. De surcroît, la jeune fille demande si le protagoniste a bien entendu le message du directeur. C'est parce qu'il lui avait envoyé un message depuis la zone bleue. À ce moment-là, le protagoniste se souvient de ce maudit Kyojo Kazuki et se met à trembler de rage. La jeune fille dit qu'il souhaite rencontrer le héros et qu'ils ont envoyé un email à l'entreprise. Il propose... Ils veulent sûrement rencontrer le jeune homme pour négocier, en lui proposant de meilleurs paiements. Mais Atsuka n'en croit pas ses oreilles quand Subaru lui dit de les ignorer. Le héros a déclaré qu'il n'avait aucune intention de rejoindre cette guilde, ni aucune autre d'ailleurs. C'est pourquoi la jeune femme a célébré comme si elle avait gagné le gros lot. Elle avoue qu'elle avait peur de lui dire, craignant que Subaru ne finisse par partir. Mais puisqu'il ne voulait pas, Atsuka dit au héros de profiter de la collaboration avec Hawkeye et s'en va en jubilant. Au final, qu'une employée soit si dévouée à son travail, Subaru en pense du bien, même si la jeune femme agit ainsi pour d'autres raisons, bien plus personnelles. Dans un endroit qui ressemble à une scène, le président attend avec les Hawkeyes. L'événement du jour allait être l'original contre le Subaru d'aujourd'hui, une comparaison de talent. Hawkeye commande que ça promet un bon divertissement, mais John pense que si le héros perd, ça ferait mauvaise impression. Pourtant, le streamer n'a aucun doute sur les compétences qu'il a vues et se souvient que jusqu'à présent, il n'a pas perdu un seul combat. Au final, tous deux comprennent que tout dépendra de l'effort du protagoniste. Puis à ce moment-là, le manager arrive, les saluant tous les deux, Subaru juste derrière. Hawkeye est également ravi car c'est une chance de devenir plus célèbre, alors il tend la main au héros et comme celui-ci ne semble pas faire très attention, il se présente. Ainsi, le protagoniste salue le type et Hawkeye dit qu'il est un de ses fans même s'il est un débutant. John demande de garder cette discussion pour plus tard et de commencer la diffusion tout de suite. Puis, le live de Hawkeye commence avec 1300 personnes en direct saluant tout le monde avec enthousiasme. À ce moment-là, les vues passent de 1300 à 2000, ce qui bien que bon est tout de même un peu préoccupant. Quoi qu'il en soit, il se souvient qu'aujourd'hui, c'est la collaboration que tout le monde attendait avec impatience. Et à l'écoute, le protagoniste apparaît à l'écran et se présente, rendant les gens curieux de son visage. C'est pourquoi Hawkeye dit que ni lui ni le manager ne l'ont vu, mais au moins le protagoniste répond à la question, affirmant qu'il est plutôt beau gosse. Hawkeye va être anxieux car le battage médiatique sur le livestream ne cesse de croître. Il voit que l'ambiance est vraiment cool et Subaru répond aussi qu'il n'a pas de petit ami, ce qui soulage grandement Atsuka. Bref, sans plus attendre pour l'événement principal, avec 20 000 personnes en direct, il commence le test. Une flopée de lumière s'allume et plusieurs robots de combat sont montrés dans le gymnase. Pour expliquer la raison du test, le streamer prévient que c'est parfait pour connaître le contrôle que le héros a et que deuxièmement c'est bien parce que le record du vrai Subaru est toujours là. Comme le chat le demande, le héros dit qu'il pense pouvoir battre le record. Puis enfin, ces machines de guerre stationnaires se mettent soudainement en mouvement et sautent toutes vers le protagoniste. Malgré tout ce que le héros a fait, le chat ne croit pas beaucoup qu'il battra le record. Certains sont dans le doute, mais tout le monde est très excité. Un spectateur propose une mission de 10 000 crédits si le héros tue 43 ennemis, mais il n'accepte pas car s'il perd, il doit enlever le masque. Le problème c'est que d'autres personnes ont mis encore plus de crédits, alors Subaru finit par accepter. Et comme le livestream est celui de Hawkeye, il prévient qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, car tout ce qui sera gagné ira au héros. Ainsi, il demande au protagoniste de faire attention et lance le spectacle. Ce seront 3 minutes de combat, et à ce moment-là, plusieurs machines tueuses sautent sur Subaru. Il active son pouvoir de foudre et commence à en vaincre plusieurs à la fois, puis attrape la tête d'une machine et l'écrase violemment au sol. Tout le monde est choqué que le héros élimine l'ennemi sans même avoir besoin d'utiliser l'épée. Mais il tire l'épée démoniaque et parvient à en abattre une demi-douzaine en une seule attaque. Le chat est stupéfait, mais les machines continuent d'apparaître et d'attaquer le protagoniste sans relâche. Après une minute sur les 3, il saute par-dessus les ennemis, exactement comme il le faisait autrefois. Alors, dans une bataille aérienne, il saisit l'épée démoniaque, y canalise le pouvoir de la foudre et frappe le sol, envoyant toutes les machines proches voler au loin. En la moitié du temps imparti, le héros a déjà réussi à tuer 26 ennemis, ce qui était assez proche de la deuxième place. Alors le chat a commencé à pleurer sur les crédits qu'ils étaient sur le point de perdre. Au tableau d'affichage, avec 13 secondes restantes, Subaru a 41 éliminations et il continue de vaincre ses machines sans relâche. Avec une attaque d'épée de plus, il fait 42 éliminations, mais il se fatigue, et avec seulement 3 secondes restantes, il sait qu'il doit absolument continuer. Alors le garçon utilise toute la force qu'il a et vainc un ennemi de plus. Ainsi le temps s'écoule et le tableau d'affichage du gymnase montre 43 éliminations. Le défi se termine, et bien que le héros n'ait plus tué puisqu'il a égalé le record, il monte maintenant au sommet. C'était un moment historique, le stream avait déjà 40 000 spectateurs, un vrai succès. Hawkeye s'enfuit, incapable de croire que le protagoniste a fait match nul. Il manque de s'évanouir d'excitation et le chat commence à respecter davantage le héros. De plus, il respecte aussi davantage Hawkeye pour avoir vu qu'il n'est pas un sycophante mais un vrai passionné. Bref, le streamer annonce à nouveau qu'il diffuse sur son profil, mais soudain Reinhardt envoie un cadeau de 10 000 crédits. Et cela rend tous les spectateurs, en plus des Hawkeyes, complètement fous de joie et de surprise.
Okwai peut à peine le remercier correctement d'avoir un rankeur qui regarde son live, et Subaru se souvient parfaitement de qui il est. Dans un autre cadeau, le rankeur envoie un message, disant qu'il regarde toujours les streams des héros, sans exception. À cause de cela, le protagoniste pense que son père a dû découvrir ce qu'il a fait, mais en continuant, Reinhardt demande si le garçon est intéressé par une collaboration. Un silence pesant s'installe quand cette proposition arrive. John et Hatsuka signalent au protagoniste d'accepter, mais il refuse, disant qu'il doit se concentrer sur ses objectifs pour l'instant, ce qui fait presque faire une crise cardiaque à tout le monde. Après avoir dit cela, Subaru change de sujet, demandant à son ami de nettoyer le désordre et s'en va sans dire un mot de plus. John et Hatsuka demandent pourquoi le protagoniste n'a pas accepté. John explique que collaborer avec des rankeurs de ce niveau est quelque chose qui n'arrive presque jamais. C'est une opportunité en or. Cependant, le protagoniste dit que si c'est vraiment si important, il en deviendra un et un silence gênant s'installe une fois de plus. Okwai dit rapidement que tout était très bien et qu'il enverra de l'argent au garçon. Mais il demande aussi à poser une question. Le streamer commente que Subaru ne semblait pas aussi bien que les fois précédentes. Alors Subaru est surpris qu'il l'ait remarqué, c'est un fin observateur. Et puisqu'il n'y a aucun moyen d'échapper, il explique que qu'il gagne ou qu'il perde, il était foutu. En fait, l'objectif principal du live était de grandir davantage. Mais battre tous les records n'était pas une bonne chose. S'il avait gagné, il aurait acquis une célébrité rapide, mais la rivalité mourrait aussitôt. Maintenant, s'il avait perdu, les gens diraient que Subaru était un vantard, un fanfaron. C'est pourquoi le héros a cherché un résultat qui ne causerait aucun problème. Rester pile sur la clôture, c'était ce qu'il pensait être le mieux. Ainsi, Okwai demande si le protagoniste aurait pu battre le record. Mais Subaru décide aussi de laisser ses amis curieux, c'est plus amusant ainsi. Après tout, il ne pouvait plus changer le résultat et maintenant cela ne dépendrait que de la façon dont les gens l'interpréteraient. Chez le rankeur, il devient furieux et frappe sa propre table avec rage. C'est le numéro 121, le rankeur nommé Reinhardt, le chef de la guilde du Lion d'Or. Dès que le live de Hawkeye se termine, un subordonné entre, l'air effrayé, demandant si quelque chose ne va pas. Alors le blond prévient qu'il est furieux contre ce débutant Subaru, ce petit insolent. Reinhardt informe que le garçon a simplement refusé son offre. Il avait l'intention de le vaincre devant tout le monde et de mettre fin à ses rumeurs une bonne fois pour toutes. Reinhardt ne se soucie pas du tout des crédits qu'il a perdus. C'était bien plus une question de fierté personnelle. Bref, le subordonné attrape le kit de joueur du maître et le lui rend. Puis le blond demande des nouvelles de l'autre chose qu'il avait demandé. Il s'agissait d'Isaac et il le cherchait toujours, mais il avait déjà disparu il y a quelques jours. À cause de cela, le rankeur attrape le subordonné par la gorge et le soulève du sol avec une force terrifiante. Puis il demande si le sbire essaie aussi de le contrarier, de se moquer de lui. Le subordonné perd presque connaissance et à la dernière seconde, le rankeur le jette violemment contre un mur. Ainsi, le garçon tombe au sol, très blessé, mais Reinhardt continue de demander s'il va oser se plaindre. Le lendemain, Hatsuka appelle le patron et semble assez fatigué. Quand il répond, elle dit bonjour, mais John commence immédiatement à la réprimander car la jeune femme ne peut pas cacher sa voix sans enthousiasme et avoir une conversation importante en ce moment même. John parle sans arrêt, mais la jeune femme aborde rapidement le sujet de la collaboration avec Reinhardt. Elle demande s'ils doivent vraiment le faire, mais l'opinion du patron est très claire. Hatsuka doit absolument essayer de le convaincre. Honnêtement, John dit que l'état d'esprit du protagoniste est bon pour un joueur, mais la jeune femme raccroche, car elle a déjà pris sa décision. La jeune femme n'arrête pas de penser que ce sera une excellente opportunité pour le héros, alors elle veut absolument essayer de le convaincre. Quand la sonnette retentit, le protagoniste ouvre, l'air d'avoir un visage propre, mais en réalité il porte toujours le masque. Subaru demande si la jeune femme veut voir son visage, puis elle dit non, mais commence à parler tellement que ça semble bien être le cas. C'est pourquoi le héros demande pourquoi tout le monde est si obsédé par Subaru. Hatsuka répond que c'est peut-être parce qu'il est né avec un mauvais statut ou juste parce qu'il est gentil, mais aussi et surtout parce qu'il était leur espoir. La jeune femme explique que le protagoniste ne le sait peut-être pas, mais la première fois qu'il a gravi la tour, il n'y avait absolument rien. On ne voyait que des monstres partout, pas d'argent ni de nourriture, et c'était un miracle de survivre. Mais quand une personne grimpait, elle gagnait des crédits et progressivement l'humanité a changé l'endroit. Dans le passé, ce sont les grands joueurs qui ont créé l'espoir que la tour pouvait être conquise, que c'était un monde où ils pouvaient entrer. Et celui qui a joué le plus grand rôle là-dedans était Narukami Subaru, car ses réalisations ne concernaient pas seulement l'escalade des étages, mais le fait d'être la toute première personne à prouver que c'était possible. Le héros demande si la jeune femme pense aussi de cette façon, mais à ce sujet, elle dit qu'elle gardera le secret, tout comme le garçon avec le masque. Bref, Subaru s'excuse de leur conversation là, invitant la jeune femme à entrer. Mais elle est très embarrassée, dit qu'elle s'en va et cette fois, elle le fait vraiment. Au final, elle n'a pas pu parler à Subaru de la collaboration, mais elle était beaucoup plus timide parce que le garçon l'invitait à chaque fois à entrer. Quelques temps plus tard, le héros passe en direct et immédiatement un tas de gens lui envoient des messages payants concernant des collaborations. Les gens veulent aussi savoir quelle faction il choisira au 3e étage, payant essentiellement pour obtenir de précieuses informations.
Au début du test du 3e étage, le système vous permet de choisir entre le royaume ottoman et Conrad. La faction change absolument tout à cet étage, car chaque royaume déteste l'autre. Alors le héros choisit le royaume de Conrad, qui n'a que 3% des joueurs qui le choisissent. Dans la zone de repos des mercenaires de Conrad au 3e étage, le protagoniste entre et il se concentre immédiatement sur lui. Un intimidateur attendait de trouver un débutant à embêter, alors il s'approche du héros et le bouscule à l'épaule, histoire de marquer son territoire. Le problème, c'est que celui qui recule, c'est le type, et il manque de tomber au sol comme s'il avait heurté un mur. L'intimidateur crie, demandant où le héros va et questionne quel est son problème. Mais le héros dit que c'est lui qui a le problème, car c'est lui qui l'a bousculé. À ce moment-là, le garçon attrape Subaru par la chemise pour le frapper quelques fois. C'est Vautour connu pour intimider les mercenaires de rang E. Il dit qu'il est un mercenaire de rang B. Mais le protagoniste active simplement la foudre à ses pieds et délivre un coup de pied mortel au menton de l'intimidateur. Ainsi, il s'envole tout froissé, et quand il touche le sol, tout le monde dans le bar arrête de rire. Certains sont effrayés et d'autres sont intéressés, mais les amis de Vautour n'aiment pas ça du tout, et ils se joignent lâchement pour frapper le héros. Le problème, c'est que quelques faibles de plus ne font aucune différence, alors Subaru leur botte les fesses à tous sans pitié. Au final, la personne qui était intéressée est venue louer Subaru, et il s'est aussi présenté comme Raymond, qui est un examinateur de rang A. L'homme demande ce que le héros a fait, mais comme il est un mercenaire de rang E, il ne dit pas grand chose. Le test du 3e étage est d'entreprendre divers travaux en tant que mercenaire et de gagner 10 000 PA. Le problème, c'est que l'accomplissement d'une mission de rang E donne à peine 50 de ses points, alors les joueurs y passent une année entière. Raymond réalise que le protagoniste est d'un autre monde et dit qu'il n'y en a pas beaucoup dans les parages. Même ainsi, il dit qu'il ne peut pas donner de traitement spécial au garçon, surtout qu'il est sur le point de partir. Subaru cependant connaît un moyen de passer plus vite qu'il veut tester dès maintenant. Il dit qu'il peut réaliser les rêves d'un homme et explique qu'il parle de faire en sorte que la grotte du tonnerre appartienne au Conrad. Raymond crie immédiatement, car seuls les mercenaires de rang A prennent des emplois là-bas. Mais le héros sait que c'est aussi une bataille de fierté entre les deux royaumes. La grotte du tonnerre est un étage spécial au 3e niveau, qu'aucun mercenaire ou chevalier n'a réussi à nettoyer. Entre les deux royaumes se trouve une montagne géante que tous deux essaient de conquérir depuis des décennies. Conquérir la grotte du tonnerre qui s'y trouve signifie obtenir un passage à travers la montagne et ainsi acquérir un avantage militaire crucial. C'est pourquoi le héros dit qu'il nettoiera l'endroit s'il gagne un rang, un titre. Raymond réfléchit beaucoup, car le garçon pourrait en profiter, et le héros envisage d'éliminer le vieil homme s'il veut causer des problèmes. Cependant, ce n'est pas nécessaire, car Raymond dit qu'il écrira une lettre de recommandation. Après tout, les raids ont toujours besoin d'hommes forts qui se battent. Ainsi, Raymond prévient que le protagoniste doit attendre le groupe dans 5 jours. Soudain, 3 abonnés du héros envoient un total de 35 000 crédits pour qu'il nettoie le donjon seul. Malheureusement, dans 5 jours, ce serait exactement la fin du tournoi. Raymond, pour sa part, dit toujours qu'il n'arrive pas à y croire. Il avoue qu'il a défié la grotte quand il était plus jeune, mais qu'il a perdu la moitié de son groupe. Alors il donne la lettre, mais le héros dit que cela ne se reproduira plus car il prévoit d'y aller seul. Raymond crie que le garçon est fou car le minimum pour défier l'endroit est de 20 personnes. Mais Subaru calme un peu le vieil homme, donnant l'excuse qu'il ne veut pas utiliser leur force. Et il prévient qu'il n'a pas de camarades, mais pour une courte période. Au sommet d'une montagne, Rina commente qu'elle est de plus en plus impressionnée par la ressemblance du héros avec Subaru. Elle regarde le livestream et le protagoniste dit qu'il n'entreprendra pas d'autres missions. En fait, il dit qu'il arrêtera de streamer pendant un certain temps. Et il s'éteint simplement quand Rina appréciait de regarder en chemin vers le 3e étage. Mais elle trouve aussi ça drôle, car le vrai Subaru ferait exactement la même chose. Il fait simplement ce qu'il veut, exactement comme si son ancien chef était un streamer. Et puisqu'il a appris d'une manière ou d'une autre que le héros participera aussi au tournoi, il pense que c'est bien d'avoir une discussion, et espère évidemment qu'il ne parviendra pas à obtenir l'objet. Plus tard, au 3e étage, Atsuka loue le héros, disant joyeusement que le protagoniste a vraiment pris le coup d'imiter Subaru. S'il se contentait de prendre des emplois normaux, ce ne serait pas amusant à regarder, avouons-le. Atsuka demande ce que le garçon fera ensuite, puis il dit qu'il chassera jusqu'à ce que le tournoi commence. Après tout, il veut aussi évaluer la quantité de foudre qu'il peut utiliser avec son niveau actuel, et ensuite se battre pour empêcher quelqu'un d'autre d'obtenir l'objet de son compagnon. Dans l'après-midi, Jinzaki Naoto de Blue Zone cherche Subaru, très irrité de devoir lui parler. Il ne se soucie pas si le garçon a conquis le tonnerre, car il ne voulait même pas être à cet étage. Bref, quand il entre dans un bar, c'est John qui l'attend, tranquillement assis avec une bonne bière. Les deux s'assoient pour parler et le président dit qu'il sait que Ginzaki veut un contact avec l'un de ses streamers. Ginzaki pour sa part devient furieux, juste parce que le protagoniste n'est pas là. John prévient qu'il s'occupe de ses propres affaires, mais le gars de la zone bleue ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de plus important que sa guilde. Bref, le président lui rappelle la déclaration que le héros a faite. En fait, Ginzaki voulait lui parler personnellement pour mieux négocier, mais il commence à penser que c'est John qui rend délibérément difficile la rencontre des deux. Ginzaki frappe sur la table, disant qu'il peut voir quand quelqu'un veut garder la poule aux œufs d'or. Mais il affirme que le héros sera bien mieux dans une grande guilde plutôt que de streamer. Le problème, c'est que John n'est pas du tout d'accord sur ce point, surtout qu'il connaît Ginzaki pour s'en prendre aux joueurs qui travaillent en streaming.
Jinzaki essaie de dire qu'il ne veut pas faire de Blue Zone un ennemi de Suten, mais John prévient qu'il priorise leurs employés et leurs décisions avant tout. Pour un homme adulte, Jinzaki dit que le président est vraiment très naïf. Cependant, John réplique en disant que dans ce monde, il y a des gens qui ne sont pas intimidés, et montrant un peu de son aura, dit au jeune homme de partir. Jinzaki ressent immédiatement la pression du pouvoir du président et se lève, tremblant un peu. Il crie que John ne peut pas simplement lui ordonner de partir comme si de rien n'était, et le président ne s'en soucie pas du tout. C'est pourquoi Jinzaki prévient qu'il fera regretter au vieil homme, mais John se moque même de lui disant qu'il est mort de peur, un vrai lâche. 3 jours plus tard, au 3e étage, dans le nid des serpents célestes, un grand désordre se produit à cause du héros. Sans avoir besoin de porter le masque, il chasse l'un des plus grands serpents du nid. Avec une seule attaque, il ouvre un trou béant dans la bouche du monstre, le faisant hurler de douleur. Alors le héros retourne à son épée et, disant qu'il a déjà testé suffisamment, avance affirmant qu'il finira cela rapidement. Ainsi, le protagoniste saute sur la bouche ouverte du monstre et invoque un tonnerre très puissant qui défait le boss des serpents célestes. Le protagoniste monte 2 niveaux et ses statistiques aussi. De plus, il gagne une défense de serpent d'une valeur d'environ 10 000 crédits. Subaru est maintenant au niveau 35. Il a monté de niveau 9 fois en 3 jours, ce qui est vraiment très bon. Pour cette raison, il se souvient maintenant qu'il avait quelque chose qu'il avait laissé à résoudre. Le lendemain, Atsuka salue joyeusement le protagoniste. Alors il s'assoit en demandant si quelque chose de bien s'est passé. La jeune femme dit oui, rayonnante de joie, mais le protagoniste ne comprend toujours pas ce que c'est. Enfin, il se souvient que c'est à propos de la collaboration et s'excuse. Atsuka ne blâme pas le héros d'avoir refusé, car c'est aussi quelque chose que Subaru ferait. Mais si l'objectif est d'être égal, elle remet un document indiquant la seule différence entre les deux. En fait, c'était un document avec l'argent du live avec Okwai, soit 49 000 crédits. Atsuka commente qu'elle aurait pu donner cela à tout moment, mais elle voulait parler au garçon. Elle dit qu'elle a un ami nommé Sejin, un accro au jeu qui lui a appris certaines choses très intéressantes. En gros, il travaille avec des paris sur qui va gagner ou perdre. Plus la chance est élevée, plus le gain est faible, mais c'est aussi un retour plus garanti. À ce sujet, Atsuka explique que le taux de gain du héros est de 6,1, tandis que celui d'un certain joueur est de 1,2, ce qui en fait le grand favori pour gagner. Quand le héros demande, la jeune femme dit que le nom du garçon est Omar Schneider, un joueur de la zone bleue qui est au 3e étage depuis 10 ans juste pour essayer de nettoyer la grotte du tonnerre. Atsuka dit aussi qu'Omar doit sûrement chercher le héros. Après tout, la déclaration qu'il a faite disant qu'il nettoierait la grotte seul était comme se moquer de ses 10 ans d'efforts. D'abord, le héros prévient la jeune femme qu'elle est un peu trop proche. Cette fois, Atsuka se sent plus embarrassée que jamais. Alors elle retourne à sa chaise, demandant à Subaru de juste se préparer. Au 3e étage, à Hortenarle, 2 chevaux tirent une charrette à toute vitesse. Ils arrivent enfin là où ils doivent retrouver ce fanfaron qui prétendait nettoyer le donjon tout seul. Des collègues à l'intérieur murmurent que le gamin dit ça parce qu'il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Et il supplie le capitaine Schneider de ne pas s'énerver. Pourtant, le capitaine assure qu'il n'en est rien car le héros jouit d'une certaine réputation. Malgré sa carrière fulgurante, il est le nouvel utilisateur de la foudre. Néanmoins, les collègues des guerriers affirment que Subaru n'est pas à la hauteur de l'original et qu'il ne réussira jamais. Cependant, le capitaine insiste, ce n'est pas le moment d'être envieux ou jaloux. Un des collègues demande s'ils doivent respecter le jeune homme et Schneider répond que ce pourrait être nécessaire. Mais malgré ses efforts pour paraître serein, il est évident qu'il est tendu. Et le chauve est le plus inquiet car il connaît bien le monstre que devient le capitaine quand il est en colère. En lisant les infos sur Schneider, le héros le prend pour un fou car il n'a quitté les lieux que 5 ans auparavant. Un article de presse affirmait qu'ils étaient sur le point de le terminer et maintenant qu'il en sait plus sur le jeune homme, Subaru comprend pourquoi il est le favori. Mais malgré tout, il s'excuse auprès de Kazuki car maintenant qu'il est de retour, il ne laissera rien interférer. Le lendemain, au centre commercial de la ville, un vendeur déclare qu'il ne pourra pas acheter un matériel d'aussi mauvaise qualité. Et malheureusement, il informe le chasseur qu'il a amené qu'il ne paiera que 1500 crédits. D'ailleurs, il a failli renoncer à vendre, mais au final, il a bien roulé le client car lui seul connaissait la vraie valeur du produit. Finalement, un autre client, un peu plus malin, arrive. Quand Subaru pose la croque de serpent sur la table, le vendeur manque de faire un bond de surprise. La qualité était irréprochable, mais le commerçant n'allait pas rater l'occasion d'en profiter, bien sûr. À ce moment-là, le marchand évalue le matériel au rang B et prétend qu'il serait de rang S s'il n'y avait pas une éraflure. De plus, il ajoute que le protagoniste est arrivé au mauvais moment car il est déjà inondé d'articles identiques. Cela dit, il a l'audace d'offrir 8000 comme si c'était une fortune. En fait, Subaru trouve même ça juste à cause de la valeur qu'il avait en tête. Mais Schneider surgit affirmant que ça valait au moins 15 000 et démasquant le bluff du vendeur qui prétendait en avoir plusieurs. Ainsi, les deux hommes, face à face, le capitaine et le protagoniste, finissent par se saluer. Plus tard, dans un restaurant plutôt atypique, les deux jeunes s'installent pour aller droit au but. Après tout, ils ne sont pas là pour roucouler comme des tourtereaux.
Mais le héros n'arrive toujours pas à croire que c'est ici que Schneider vient déjeuner. Finalement, le capitaine aborde vite le sujet du donjon de la foudre, et Subaru réaffirme qu'il nettoiera l'endroit seul. Schneider s'irrite et déclare que beaucoup de gens atteignent le 3e étage avec le nez en l'air. Subaru demande si le capitaine pense la même chose de lui, et bien que ce soit le cas, il dit respecter le héros pour son talent. Mais il ne croit toujours pas que le héros puisse être comparé à l'original Subaru. Le protagoniste pensait parler à un excentrique, mais a vu qu'il était quelqu'un de sérieux. Sans plus attendre, le capitaine révèle qu'il a une proposition et en grinçant des dents, lui dit de la retirer. Schneider finit par lâcher qu'il a trouvé les mots du jeune homme très arrogant et qu'il lui donnera une chance de s'excuser en direct. Cependant, le héros répond qu'il ne trouve pas ça une très bonne proposition. Alors, le capitaine affirme qu'il vaincra le jeune homme au tournoi et lui fera comprendre sa place. Par conséquent, Subaru accepte, mais s'il gagne, il demande au capitaine de rédiger un rapport détaillé sur tout ce qu'il sait du donjon. Ce qui, malgré la charge de travail, ne dérange pas Schneider car il pense qu'il va gagner ou du moins ne pas perdre face au protagoniste. Alors il s'en va, laissant le héros penser que Schneider n'a sûrement pas passé 10 ans là-bas pour rien. À la société de divertissement Soutan, Sagan sursaute de surprise en voyant plus de 10 000 personnes en direct. Il regardait le début de la diffusion du tournoi et se sent envieux, car il ne peut pas y participer, ayant déjà dépassé le 3e étage. Bien que le héros soit leur allié, Sagan pense qu'il vaut mieux parier sur le capitaine. Cependant, en tant que parieur professionnel, il estime aussi qu'il ne devrait pas suivre la foule, mais plutôt miser sur ce en quoi il croit vraiment. Le problème, c'est qu'il se met à trembler de peur de commettre une erreur. Mais alors qu'il était sur le point de changer son pari, il répond accidentellement à un appel et jette son téléphone, pensant avoir misé par erreur sur Subaru. Seijin hurle que Hatsuka l'espionne, mais la jeune femme lui demande simplement ce qu'il fabrique. Sagan essaie de ne pas laisser transparaître qu'il pariait, mais la jeune femme insiste pour savoir ce qui se passe, car elle pense qu'il devrait tout miser sur Subaru. Le garçon rétorque qu'ils ne peuvent pas être aussi naïfs, car il faut analyser avant de parier. Sagan hurle que Schneider est une option bien plus rationnelle que le coup de cœur de Hatsuka. Hatsuka ne recule pas et parie le salaire du mois prochain sur qui aura raison, mais au milieu de la conversation, une personne encapuchonnée passe, la faisant perdre sa concentration. Par conséquent, la jeune femme raccroche au nez de son ami sans rien ajouter, ce qui laisse Seijin perplexe, car elle n'est pas du genre à proposer des paris. Marchant au centre-ville, un subordonné du capitaine demande comment était le héros, et Schneider avoue qu'il n'était pas un amateur. Le chauve s'inquiète que Schneider perde, mais cela donne au capitaine l'envie de lui casser la figure, car pour l'instant, il n'en sera sûr que lorsqu'ils se verront au tournoi, et Schneider lui-même ne pense pas avoir la moindre chance de perdre. Du haut d'un bâtiment, une personne encapuchonnée observe tout cela, elle voulait déjà jeter un œil au favori de la compétition. C'est évidemment Rina, et elle complimente un peu la sœur du garçon. Finalement, le jour du tournoi, la plupart des gens se dirigent vers le colisée de la ville d'Ortonaro. Notre héros est déjà à l'intérieur du Colisée, tout près de la porte d'entrée. Puis il montre enfin son visage et constate qu'une foule immense est là pour regarder. Apparemment, les gens ignoraient que le jeune homme participait. Il voulait voter pour lui pour la 2e place, mais soudain, le premier est apparu. Avec sa lance sur le dos, le capitaine se prépare et tout le monde l'acclame, montrant qu'ils sont de grands fans. Aucune de ces centaines de personnes ne crie le nom du héros, seulement celui de Schneider. Et au moment où les feux d'artifice sont lancés, une femme apparaît, pleine de prestance. C'est Mizuha de la guilde de la zone bleue qui sera la présentatrice de la compétition. Elle explique que le tournoi sera divisé en qualifications et en événements principaux où le prix sera remis en finale. La jeune femme déclare que les chaussures ont été fabriquées par Hermès lui-même, affirmant que c'est un symbole de fierté pour la guilde et une relique légendaire de Hibiki Toshiya. Puis elle l'invoque par magie pour les montrer à tous. Le héros demande alors mentalement à Toshiya d'attendre un peu car il jure qu'il récupérera ses chaussures. Dans le public, Hatsuka est au moins là pour le soutenir, espérant qu'il passe en direct. Mais étrangement, une personne encapuchonnée, déjà vue, est à côté d'elle, et Hatsuka jure que c'est la même qu'elle a aperçue plus tôt. Comme la jeune femme l'avait dit, le protagoniste lance le live stream depuis l'intérieur du tournoi. En moins de 10 secondes, 3000 personnes se connectent et il s'excuse d'avoir disparu si soudainement, notant qu'il peut à peine lire le chat. Ensuite, Hatsuka envoie une mission de 30 000 si le héros gagne, et il la remercie, même sans grand soutien. Mizuho crie que c'est le moment et fait apparaître d'autres feux d'artifice, lançant le tournoi. Soudain, elle rassemble de la magie verte dans sa main et crée une boule géante au-dessus. Puis, la jeune femme la fait exploser, créant une pluie de cette magie. Cette substance verte enveloppe toute l'arène et rend le public fier de la puissance de la jeune femme. En gros, elle a transformé le jour en nuit d'un simple geste de la main et c'est donc dans cette obscurité que les éliminations commencent. Le système de défi avertit que si vous mourrez, vous êtes éliminé et que la manche se terminera lorsqu'il restera 1000 survivants. Il précise également que tout le monde est un ennemi et le jeu commence avec 10 000 participants. Évidemment, personne ne devrait faire du héros une cible lors des préliminaires. Cependant, alors qu'il pensait économiser son énergie, plusieurs personnes lui ont envoyé de l'argent pour qu'il farme de l'aura. À cause de cela, soudain, une personne passe derrière le héros et il tente de fuir, sachant qu'il serait foutu s'il essayait de se battre. Mais ce que le héros voit, c'est un tas d'argent ambulant qui court.
De nulle part, 1500 personnes sont déjà éliminées, et la scène passe à la perspective du capitaine. Il ne se soucie pas des petites frappes, et dans cette élimination, il veut s'en prendre au héros. Soudain, une flèche manque de le toucher. Il y avait un type caché qui a tenté sa chance et s'est approché de très près. Mais ce n'était pas un seul type, non, car il n'était pas fou. Le jeune homme avait un groupe de mercenaires. Un chauve pense qu'il ne devrait pas prendre le risque, mais le chef se sent confiant car ils sont plusieurs contre un. À cause de cela, Schneider dit que le plan n'est pas mauvais, mais qu'ils ont choisi la mauvaise personne. Un autre chauve est le premier à tenter sa chance, mais quand il finit de parler, sa tête disparaît et le type tombe au sol sans vie, rendant tout le monde fou. Personne n'a vu comment le capitaine a frappé le chauve avec sa lance, mais maintenant Schneider ne veut plus savoir car il a vu beaucoup de durs à cuire comme eux et il est impatient de montrer ce qui arrive quand on le cherche. En une seule attaque, un autre mercenaire est pulvérisé puis il avertit que les ruses ne fonctionnent pas dans la tour et que la seule chose qui protège les gens c'est leur propre force, laissant les ennemis terrifiés. L'image du capitaine est celle qui est diffusée aux spectateurs. Il tranche plusieurs mercenaires d'un seul mouvement. Certains disent à leurs collègues de ne pas fuir car ce n'est qu'un examen mais personne n'écoute. Dans les gradins, Rina comprend que le capitaine est d'un autre niveau et pourrait devenir un grand ranker en grimpant la tour. Mais elle s'agace car à côté d'elle, Atsuka n'arrête pas de faire du bruit en encourageant le protagoniste. Alors que Rina devient curieuse, elle voit que c'est le livestream de Subaru et entame la conversation avec la jeune femme. Puisqu'elle porte le même masque que le héros, Rina explique qu'elle est une fan, puis Atsuka commande qu'elle aussi et la salue. Mais bien sûr, elle demande également le nom de la jeune femme encapuchonnée. Quand il ne reste que 1300 survivants, le chat informe le héros qu'il a déjà fait 97 éliminations. Le temps est presque écoulé et il a gagné 200 pour chaque adversaire vaincu. Mais une idée vient alors à l'esprit du héros, une idée pour faire du bruit et tenter d'attirer plus de joueurs. Alors utilisant son épée et le pouvoir de l'électricité, il abat tous les arbres alentours pour révéler sa position. Et il coupe aussi le sol, effaçant l'endroit où il se tenait. À cause de cela, là où se trouve le capitaine, il entend du bruit et après avoir achevé ses mercenaires, il parvient à trouver le protagoniste. Mais le héros affirme que c'est lui qui a trouvé le capitaine en premier. Dans ce cas, Schneider déclare qu'il veut régler leurs différends maintenant, au lieu de remettre ça à plus tard. Et alors que quelqu'un offre 10 000 crédits pour que le héros batte le capitaine, Subaru se prépare aussi à combattre. Il ne reste plus que 202 personnes avant la fin des préliminaires. Alors Schneider lance rapidement une attaque de lance pour frapper le héros. Il le manque mais détruit tout sur son passage, affirmant qu'il reste encore beaucoup de temps pour qu'il se batte. Subaru montre une légère inquiétude, car ce coup n'utilisait que la force physique. Il sait donc que s'il est touché, il mourra, et que la lance atteint une très longue distance. Lors d'une deuxième attaque du capitaine, le protagoniste se prépare et utilise l'épée du démon pour booster toutes ses statistiques. Avec ça, il parvient non seulement à se défendre, mais aussi à esquiver le coup et à continuer d'avancer. Mais Schneider se rapproche aussi et tente de frapper le héros plus vite. Heureusement, il esquive, mais alors qu'il allait tenter de passer derrière le capitaine, il fut attaqué encore et encore. Quand le protagoniste contre-attaque, il repousse l'ennemi, le faisant traîner au sol, puis les deux gagnent un peu de distance. Schneider demande pourquoi le jeune homme n'utilise pas la foudre, mais le héros répond que ça n'en vaut pas la peine, surtout qu'il va finir le combat rapidement. Schneider trouve très arrogant de la part de Subaru de penser qu'il peut le vaincre ainsi et crie en demandant si le jeune homme veut gagner du temps. Pour éviter que le jeu ne se termine prématurément, le capitaine tente d'éliminer le héros sur le champ. Mais le protagoniste se défend, demandant avec un sourire moqueur si Schneider utilisait déjà toute sa force, ce qui ne fait que l'irriter davantage. Cependant, le nombre de survivants atteint 1000 et les préliminaires se terminent. Alors Schneider demande au héros d'attendre un peu plus longtemps et les deux se rendent à la salle d'attente. Dans cette salle, le système explique qu'il y aura une pause de 30 minutes. Les mains du protagoniste tremblent un peu après avoir retenu ce dernier coup. Puis il réalise qu'il a sous-estimé le capitaine. Il y a quelques jours, Atsuka avait dit qu'à partir de 10 000 spectateurs en direct, un streamer pouvait en vivre. Et maintenant, le héros a ce nombre de personnes qui le regardent grâce à Schneider. Mais parler du capitaine le rend aussi inquiet car il n'a pas réussi à nettoyer le donjon. De retour dans cette cabane forestière déjà en plein jour, Shigur traverse une crise existentielle due à l'ennui. Mais il se plaint aussi beaucoup que quelqu'un comme Schneider soit encore bloqué au 3e étage. Plus l'étage est bas, plus il est difficile de surmonter la différence de niveau, même si Subaru possède la foudre. Et Shigur sait que les choses peuvent changer avec un talent brut, mais d'après ce qu'il voit, il ne pense pas que ce sera le cas. Pendant son temps libre, le protagoniste échange tous les crédits et en utilise 80 000 pour augmenter le niveau du pari de la cupidité. Ainsi, il élève la compétence au niveau 5 au rang B. Mais comme ces choses ne sont pas visibles du public, ils deviennent curieux. Sur la partie supérieure des gradins, Mizua est seule, fixant le prix du tournoi. C'est parce qu'elle a entendu dire qu'il pourrait y avoir un voleur derrière les chaussures et elle a aussi eu vent de son identité. Soudain, une personne apparaît, annonçant que les renforts de la guilde sont arrivés. Et comme Mizuho demande qui dirige l'équipe, la personne se présente. Puis la jeune femme demande ce que le type fait au 3e étage, car c'est tout simplement Kurokawa qui est venu aider. Mizuho demande si le chef de guilde est fâché contre Subaru et le type répond oui pour lui et pour Schneider.
Mais il mentionne aussi qu'il y a un autre problème et ce problème est dans les gradins. En train de parler. Derrière le masque de Rina, elle ne peut penser qu'à la quantité effrayante de mana que Hatsuka possède. Elle veut savoir pourquoi quelqu'un d'aussi fort est là, mais pour ne pas paraître étrange, elle retire son masque et se présente comme Tame. Hatsuka explique qu'elle parlait formellement à cause de l'aura de la jeune femme, et reconnaît aussi qu'elle utilise une technique de changement de visage. Rina se sent tellement intimidée qu'elle pense que la manager est une assassine envoyée par Kazuki. Mais même si Hatsuka ne veut pas s'impliquer, elle demande s'il y a un plan pour perturber le tournoi. À cause de cela, Rina décide de tester en disant peut-être. Alors, avec une aura meurtrière, Hatsuka affirme que si la jeune femme fait ça, elle le regrettera amèrement. Soudain, le système de défi annonce que la pause de 30 minutes est terminée, puis tous les participants sont téléportés pour les finales. Il est expliqué que les finales seront un jeu au format de capture de territoire. Maizo explique qu'au début, chaque joueur aura un territoire. Mais seulement 2 personnes peuvent rester à l'intérieur d'un territoire, et ils peuvent choisir de défendre, de voler ou de conserver. Si un joueur vainc un adversaire, il peut prendre son territoire, et celui qui en aura le plus à la fin gardera les chaussures. Alors maintenant qu'elle a tout expliqué, la jeune femme lance les finales en attribuant une couleur à chacun. Comme le héros s'y attendait, personne ne sort pour attaquer, car se battre maintenant donne un territoire. Mais attendre peut leur permettre de gagner beaucoup en battant un seul ennemi. C'est ce que tout le monde pense, cependant le héros sort et en bat déjà un. Après tout, ses abonnés paient 300 crédits par personne. Là, du point de vue du capitaine, il va aussi à l'encontre de la stratégie de rester immobile et sécurise déjà un territoire. Le joueur du bloc adjacent panique, mais il ne peut même pas échapper à la lance. Ainsi, en quelques secondes, Schneider met hors jeu au moins 10 concurrents et il continue de chercher Subaru jusqu'à ce qu'il regarde un peu plus loin et trouve ses territoires jaunes. Au milieu de tout ce chaos, les 2 joueurs ignorent tout et se concentrent uniquement l'un sur l'autre. Mais Subaru tourne le dos et s'éloigne, poussant Schneider à crier sur le jeune homme, le traitant de lâche. Les fans du héros s'énervent pour le protagoniste, mais il prévient qu'il s'en occupera plus tard, car il a encore besoin de plus de crédit. Notre héros continue de farmer des territoires et est surpris de la faiblesse des joueurs du 3e étage. Puis soudain, un joueur nommé Don Chao entre sur son territoire. Ce joueur était ce subordonné chauve du capitaine. Don Chao dit qu'il aura des ennuis plus tard pour avoir botté les fesses du héros ici, et le chat informe Subaru que le chauve vient de la zone bleue. Le chauve n'hésite pas et saute sur le protagoniste, alors le héros montre qu'il va se défendre, mais il se glisse sous l'attaque et coupe la lance du chauve. Puis il le jette facilement au sol, battant Don Chao, et comme ce n'est pas la vraie vie, il l'achève sur le champ. Subaru élimine le chauve si rapidement que le chat commence à le trouver faible. Puis finalement, Schneider entre sur le territoire du protagoniste et il y a à peine le temps de lire l'avertissement correctement, car le capitaine se précipite vers le héros. Le protagoniste ne laisse pas l'attaque le toucher. Il envoie la lance qui allait frapper sa tête volée au loin, mais le capitaine frappe à nouveau. Schneider crie au héros d'utiliser la foudre rapidement, car s'il continue de se retenir, il mourra à la prochaine attaque. Le protagoniste recule d'un bond pour gagner de l'espace, puis il ne fait que tenir la poignée de l'épée, ce qui pousse Schneider à demander si le jeune homme va encore fuir. Mais Subaru répond qu'il va donner exactement ce que le capitaine désire. Il commence à invoquer la foudre et utilise le cœur de la foudre pour augmenter sa puissance et sa résistance. De plus, la compétence du pari de la cupidité aide aussi le héros à éviter d'être blessé. Schneider n'arrive pas à croire que le héros crée une arme entièrement faite d'éclairs. Alors le héros demande si ça a toujours l'air qu'il veut fuir, et comme le capitaine concède que non, Subaru pose une autre question. Cette fois, il demande si, au lieu de lui, c'est Schneider qui veut s'enfuir d'ici. Cependant, pensant que s'il peut survivre à ça, il gagnera, le capitaine répond non. Il y a quelque temps, le chauve avait demandé à poser une question délicate. Il avait demandé pourquoi le chef était si obsédé par la grotte de la foudre alors qu'il avait déjà la force de partir. Mais Schneider lui-même n'a pas pu répondre correctement et a dit que les gens comme lui oublient souvent les raisons de leur fixation. Cela pouvait être une conviction ou une obsession, mais au moins le capitaine était sûr que sa vie changerait grâce à cela. Et cette raison était suffisante pour ne jamais vouloir abandonner. De retour à son combat avec le protagoniste, le jeune homme fait tournoyer sa lance pour prendre de la vitesse, et il pense que Subaru pourrait bien devenir sa deuxième obsession, jusqu'à ce qu'il s'élance pour l'attaque finale. Et par respect pour les 10 ans d'efforts du capitaine, Subaru charge aussi sans se retenir. Ainsi, les deux se rapprochent énormément, et leurs coups s'entrechoquent, utilisant toute la force qu'ils possèdent, et l'impact crée une explosion dans l'arène qui détruit tout. Mais au lieu de l'aura violette destructrice du capitaine, celle jaune du protagoniste, elle persiste. De retour vers le public, les filles se taisent, sentant une drôle d'ambiance. Rina devient très méfiante envers Hatsuka, mais cette dernière révèle d'elle-même qu'elle était là pour s'assurer que tout roule en tant que manager de Subaru. Naturellement, si le tournoi rencontrait des problèmes, cela impacterait directement son stream et par ricochet, son propre travail. Rina réagit comme une gamine surexcitée en réalisant qu'elle est face à la manager du héros. Hatsuka alors s'emballe et confie qu'elle a eu du mal à convaincre ses collègues qu'elle avait déniché une véritable pépite. Rina confie qu'elle suit assidûment tous les streams et les deux jeunes femmes commencent enfin à sympathiser. Mais soudain, une explosion retentissante, fruit des attaques des garçons, capte toute l'attention, car c'est la seule chose diffusée sur l'écran géant. Hatsuka se précipite donc pour constater les dégâts et se retrouve très inquiète.
Lorsque l'explosion se dissipe, les deux guerriers sont toujours debout, mais Schneider a subi de tels dommages qu'un trou béant traverse son corps, des jambes jusqu'à la poitrine. Il s'effondre alors à genoux inanimé et Subaru se dit qu'il serait vraiment agréable de recroiser le capitaine un jour dans le futur. Avec un total impressionnant de 283 territoires capturés, Narukami Subaru est déclaré grand vainqueur du tournoi. Des feux d'artifice éclatent et la foule exulte de joie. Hatsuka tente bien de célébrer avec sa nouvelle amie mais cette dernière ne semble pas vraiment ravie. Rina n'arrive tout simplement pas à croire qu'au bout du compte c'est le protagoniste qui va empocher le grand prix. Mizuha ne tarde pas à réapparaître pour annoncer une fois de plus à tous les spectateurs que Subaru est bel et bien le vainqueur. C'est pourquoi la jeune femme invoque les chaussures, le prix amplement mérité du protagoniste. Alors, Rina se lève furieuse de sa place dans les gradins et s'en va sans prononcer un mot. Le seau se brise et les objets tombent directement entre les mains de Subaru, rendant le jeune homme un peu mélancolique d'avoir été séparé d'eux pendant 20 longues années. Un jour tout à fait ordinaire, il y a de cela 20 ans, Toshiya hurlait de rage car il avait égaré ses précieuses chaussures. Un camarade de classe lui demanda pourquoi il était si irrité, le trouvant agaçant alors qu'il portait justement ses petites chaussures, bien trop petites, sur ses pieds gigantesques. Alors, après leur avoir déjà dit de ne pas y toucher, Toshiya a donné un coup de pied amical à son copain, déclenchant l'hilarité générale, y compris celle de Subaru. Dans le chat, certains internautes suggèrent que le héros devrait vendre, après tout, c'est un mercenaire. Mais il refuse catégoriquement, laissant l'animatrice complètement déconcertée. Mizuho explique que Subaru pourrait empocher de très beaux millions grâce à cette vente, mais le héros campe fermement sur ses positions. À cet instant précis, tout le monde se met à surenchérir, et quelqu'un dans le public propose même la somme astronomique de 4 millions de crédits. C'est pourquoi le protagoniste invoque une foudre d'une puissance absolument colossale, tombant directement du ciel, et après avoir fait cette démonstration éclatante, il avertit qu'il ne vendra pas, même pour la somme faramineuse de 10 millions de crédits. Bref, après avoir vidé son sac, le héros s'est tout simplement retourné et a quitté les lieux. Au même moment, toujours en ville, Eamon et un autre joueur venaient tout juste de suivre la retransmission. Le jeune homme ne savait même plus quoi penser de la victoire du protagoniste. La joueuse Hanamaki Iori déclare qu'à ce rythme, le héros deviendra le véritable Subaru, d'autant plus que ces derniers temps, beaucoup pensaient déjà que le nouveau surpassait l'ancien. Hanamaki explique qu'on compare énormément les deux joueurs, mais pour Eamon, il est clair que quelqu'un tire les ficelles en coulisses pour influencer cette tendance. Hanamaki avoue que même elle pensait que les deux étaient identiques, mais comme Eamon n'est pas du tout d'accord, la jeune femme le traite mentalement de fanboy invétéré. Bref, la jeune femme lui demande si son partenaire n'est pas un minimum excité par ce qui va se dérouler à partir de maintenant. Mais il lui répond qu'il n'en a absolument aucun intérêt, car ils ont tous les deux une mission bien précise, traquer la personne qui osera tenter de dérober ses chaussures. Est-elle un bon mâle alpha, Aman laisse la jeune femme derrière lui, seule, même si, à vrai dire, il n'était pas si isolé que ça. De retour sur le livestream, tout le monde bave littéralement devant cette paire de chaussures tant convoitée. Même dans ces circonstances, Subaru est ravi de renouer avec Toshiya, et changeant de sujet, il remercie chaleureusement le public pour les crédits obtenus grâce à la mission. Cette paire de chaussures s'appelle Teleria et elle confère une augmentation de vitesse de 25% et un bonus de saut de 15%. Ensuite, les gens se mettent à débattre, certains trouvant ça excellent, tandis que d'autres estiment que c'est juste bof, sans plus. Bref, le héros reçoit un message de Hatsuka qui le met en garde contre la personne suspecte qu'elle a repérée et elle lui demande d'être extrêmement prudent. Rina, elle, ne réalise que maintenant qu'elle pourrait bien paraître suspecte plantée là, juste devant ses fameuses chaussures. Elle ne voulait absolument pas en arriver là, mais elle n'avait tout simplement plus le choix. Alors dès que personne ne ferait attention, elle attaquerait et trancherait les chevilles du protagoniste. Et voilà, la vidéo se termine ici. Si vous ne voulez surtout pas rater la suite, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et on se retrouve très vite sur la chaîne de Tav.